tous, soyez les bienvenus sur le plateau de l'équipe d'Estelle. On est ensemble et on est ravis d'être ensemble jusqu'à 19h45 en direct, 2h15 pour parler football avec tout d'abord Benoît Trémolinas. Salut Benoît. Salut Estelle. Je suis contente de vous retrouver. Merci. Il y a Guillaume Dufy également. Salut Guillaume. Bonjour. Avec son petit pull de marin. Évidemment, Le la retour de Bretagne, Mais évidemment. bien sûr, il a fait tellement beau. Oui, magnifique. Enfin, pas tout le temps. Thibaut Mézarian, comment ça va? Ça va très bien. Eh ben, les réseaux sociaux? Oh, c'est splendide. Ah, De toute beauté. Mais bien sûr. J'adore ça. Ça doit tailler de tous les côtés. On adore. Raphaël Sebaoun, ça va Raphaël? Super. Vous étiez parfait aux commentaires de France-Portugal hier. Ah, merci, c'est très gentil. C'était très bien. Ludovic Obraniak, ça va Ludo? Ça va et vous? Mais oui. La forme? C'est diplôme d'entraîneur, on est bien? Bah non, c'est compliqué en ce moment avec le Covid. Hein. Ah mais oui, c'est vrai. Bah oui, on peut pas entraîner. Oui, mais... Surtout en amateur. Mais oui, mais vous allez le faire Ludo. J'ai confiance en vous, vous le savez. Et puis Olivier Bossard, ça va Olivier? Salut Estelle, bonne année. Bah écoutez, bonne année à tous. Au sommaire de l'équipe d'Estelle ce soir, il y a quoi? Il y a la première conférence de presse pour Maurizio Pochettino, le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain. Vous a-t-il conquis ce soir? La déclaration de Steve Mandanda, nous sommes candidats au podium. Est-ce que c'est crédible? L'OM peut-il terminer dans les 3 premiers du championnat? Messi et Ramos convoités par le Paris Saint-Germain. Quel serait le joueur à prendre en priorité? Et est-ce réalisable? Enfin, il y aura le foutoir mercato, toutes les infos, toutes les rumeurs de transfert, avec notamment Thomas Lemar vers Leverkusen et Jordan Amadi dans le viseur de Crystal Palace. Mais avant cela, on va démarrer avec le classement du jour. Regardez, c'est celui du journal L'équipe avec les 30 personnalités qui font le football français. Et c'est Stéphanie Frappard, l'arbitre, qui arrive en première position. Raphaël. Exactement, alors on redécouvre la une du journal L'équipe que vous avez montré Estelle et on va vous montrer le top 5 de ces 30 qui font le football français. Donc arrive en tête Stéphanie Frappard devant Kylian Mbappé, l'attaquant de l'équipe de France et du Paris Saint-Germain, Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, Maxime Saada, le président de Canal+, et puis Vincent Labrune, le nouveau président de la LFP. Alors justement, quel est pour vous le personnage clé du football français aujourd'hui? Est-ce que vous êtes d'accord avec le classement du journal L'équipe? C'est Rudy Garcia. Pour Benoît Trémolinas, c'est le Covid. Pour Guillaume Dufy. Là, c'est une fille. Non mais je n'aime pas dire la Covid, je trouve ça... non, je préfère dire le. C'est... Oh mais n'importe quoi, quel faillot celui-là. Bah tiens, ils sont deux, je crois. Vous savez que... Oui, c'est très bien. Vous savez que je ne distribue pas les augmentations. Hein. Ah bon? Donc, ah bah non, bah non. Je change alors. Noël Le Graët, et oui, le président de la Fédération Française de Football et le futur remplaçant de Romain Roures, bien sûr, le président de Mediapro. Je vais commencer avec vous, Guillaume Dufy. Le Covid, qui est donc le personnage clé du football français, quoi. Qui est le personnage clé de nos vies depuis le mois de mars, du sport français, du foot français, du sport professionnel, du sport amateur, du sport des vieux, du sport des jeunes, qui gâche un peu notre existence et celle des amoureux du sport et qui va malheureusement encore le gâcher très longtemps. On regarde des matchs, il n'y a personne dans les tribunes, c'est insupportable. C'est même flippant. Moi, je fais plus beaucoup de matchs de Ligue 1, j'en ai vu un. C'est perturbant même. Et j'imagine, je me mets à la place des supporters qui, eux, ont l'habitude tous les week-ends d'aller applaudir leur équipe. Je trouve ça hyper violent et j'ai malheureusement l'impression que c'est pas terminé, quoi. Voilà, bah, il y aura peut-être une jauge, hein, Jean Castex l'avait annoncé. Une jaugette, quoi. Oui, bon, bah là, ça va reculer un petit peu, mais il y aura... J'aime votre optimiste. Mais écoutez, mais il faut être optimiste, sinon on s'en sort pas. C'est vrai, vous avez raison. On s'en sort pas. Bon, bah c'est pas très gai tout ça, et c'est pas très gai non plus. Bon, bah avec vous, Olivier Bossard, le successeur de Roures, donc le président de Mediapro, et c'est vrai que bah, le football français est suspendu en fait à ce successeur, justement, pour savoir s'il va y avoir encore de l'argent dans les caisses, quoi. Ouais, tout à fait. Là, on parle de quelqu'un qui est attendu comme le Messi, on parle de quelqu'un qui est attendu pour sauver le football français tout entier, parce que qui dit pas de droit télé, dit plus de clubs, plus de Ligue 1, plus de transferts, plus rien. Donc vraisemblablement, il devrait s'agir de Canal. Donc, alors j'ai pas noté Maxime Saada parce qu'il n'y a rien encore d'officiel, mais Canal est quasiment en position de monopole, puisque Téléfoot est out, Canal c'est lié à beIN, RMC Sport devrait disparaître. Amazon, c'est a priori un peu trop tôt. Netflix n'est pas intéressé, donc ça devrait aller sur Canal. En plus, Canal n'a pas intérêt à laisser tomber le foot français. Ce serait pas. Oui, ils ont intérêt à mettre un peu d'argent, quoi. Un petit peu dans son, voilà, à mettre un petit peu d'argent. En plus, voilà, c'est dans l'ADN de la chaîne depuis des années. Après, il s'agira de ne pas non plus sous-évaluer le produit, parce que Canal. Alors pour ne pas perdre la face à Téléfoot, avait beaucoup dépensé, notamment dans le rugby, dans la Ligue des Champions, dans le foot anglais. Donc voilà, les négociations vont être tendues, mais Canal est en position de force.
Et tout le monde attend que Canal s'aligne pour que le football français puisse respirer un petit peu. Ce serait une bonne chose, Ludovic, que le football revienne sur Canal+. Je crois, oui, que ce serait une bonne chose. Moi, j'ai été élevé au foot avec Canal, les Charles Bietri, les Thierry Girardi et compagnie. Donc, moi, je serais très heureux. Canal est un partenaire historique. Nous, on est plus vieux, on a eu Denisot, nous. Ouais. Hein, C'est vrai. Fiable, Merci de me citer. fiable, historique, bon payeur. C'est surtout ça que l'on recherche. Et puis, avec une base d'abonnés déjà conséquente. Ah bah oui, c'est Donc, on a besoin d'avoir un diffuseur solide et qui nous accompagne pour faire rayonner le football français. Je crois que Canal est le meilleur des partenaires. Mais ça veut dire qu'en fait, le successeur de Rouet, souvent, ça devient le patron du football français? Oui, Olivier a parlé de Messi. Je pense qu'il est attendu comme ça. Après, il a les clés en main, il peut jouer sur du velours, il ne mettra pas 1 milliard d'euros. Je pense qu'il devra payer la Ligue 1 à sa juste valeur. Moi, je pense que 1 milliard, c'était... Oui, c'est trop, on va pas se mentir. C'était beaucoup trop. Il faudrait redevenir un peu plus raisonnable. Et comme ça, peut-être que les dirigeants des clubs français qui ont été aveuglés par le milliard sino-espagnol redeviennent aussi raisonnables et changent aussi la manière de gouverner, de diriger leur club et de dépenser l'argent. Votre choix... Je ne vais pas dire que c'est un mal pour un bien, mais il faut que ça fasse réfléchir tout le monde, vraiment tout le monde. Votre choix, vous, il est très différent, finalement, On va amener un Benoît. petit peu de gaieté pour sortir Voilà. un petit peu du Covid. Et c'est Rudy de tout Garcia. ça. C'est vrai que c'est... Et c'est vrai que, vous voyez, il y a 3 mois, on ne l'aurait pas mis. Enfin, je veux dire, Exactement. enfin, je crois pas. Et c'est pour ça que je le mets. Eh bien, vous avez raison. Parce qu'on l'a énormément critiqué, moi le premier. Et n'oublions pas qu'en 2020, Rudy Garcia, mine de rien, il fait quand même une demi-finale de Champions League Bien sûr. en éliminant la Juve, en éliminant Manchester City. Rappelez-vous qu'en début de saison, l'équipe de Lyon n'allait pas très bien. À la fin du mercato, pendant le mercato, il avait dit « Ne vous inquiétez pas, à la fin du mercato, mon équipe ira bien ». Et force est de constater que son équipe, au fil du temps, était de plus en plus performante. Et aujourd'hui, Lyon est champion d'automne, a battu le Paris Saint-Germain logiquement et de loin. Et pour le football français, je pense que ça amènerait un petit peu de piment aussi que cette équipe lyonnaise chahute et fasse sauter le Paris Saint-Germain, tout simplement. Sur le début de saison de cette équipe de l'Olympique Lyonnais, avec Rudy Garcia justement, quelques chiffres voilà, pour le rebond de cette équipe de l'Olympique Lyonnais qui affiche 36 points après 17 matchs de Ligue 1. C'est son meilleur total à ce stade depuis la saison 2007-2008. Ça remonte, c'était son dernier titre de champion de France, il faut quand même le souligner. Et puis un autre chiffre, c'est la première fois depuis la saison 2012-2013 que l'OL occupe la tête de la Ligue 1 après 17 matchs, 3e au final cette saison-là. Les chiffres du rebond emmenés par l'entraîneur Rudy Garcia. C'est énorme, franchement. Benoît l'a dit, mais psychologiquement, il est quand même très, très, très costaud. Il en a pris plein la tête par les supporters marseillais, par les supporters lyonnais, Par les joueurs marseillais. par les joueurs marseillais, par les journalistes qui se demandaient ce qu'il venait faire dans ce bateau. Et puis, il a retourné tout le monde. Et puis son équipe, franchement, elle est plutôt agréable à regarder. Elle est joueuse, milieu de offensivement, terrain, elle est assez sexy. Quelques ajustements durant le mercato non plus, comme l'arrivée de Paqueta. Franchement, vraiment chapeau, quoi. Chapeau. Voilà, parce que vous l'avez dit, effectivement, voilà, c'était pas gagné au départ. Et il a pris quand même un nombre de critiques assez incroyable. Dans la gaieté, toujours, on est sur Noël de Grette. Je sais pas, je l'ai fait pour vous faire plaisir. Hein. Vous connaissez ma position sur Noël C'est Le la Gret. famille. Non, il a la main mise sur le football français. On peut pas le nier. C'est un peu à l'époque de César, quoi. C'est lui qui fait ça ou ça, quoi. Il est un peu, c'est le patron. Dans certaines émissions, je l'entends d'ailleurs qu'on l'appelle Don de Noël. Il faut presque embrasser la bague. Donc non, avec Didier Deschamps, je pense que le duo est inséparable et a une grosse influence aujourd'hui sur le football français. Justement, Olivier Bossard, on ne sait pas très bien s'il va se représenter Noël Le Gret ou pas à la présidence de la fédération. Ce serait une bonne chose qu'il se représente pour vous? Alors ce qui est drôle, c'est que jusqu'à maintenant, les élections arrivent et on a l'impression qu'il n'est même pas inquiété, il n'a rien à dire, et on ne sait pas s'il se présente et malgré tout il reste favori. Tous les autres arrivent, mais bon, ça reste un petit peu loin derrière. Et Frédéric Thiriez quand même. Frédéric Thiriez, Ah oui, ouais, tout de même. Mais, L'homme au col roulé. mais Ludo a cité Didier Deschamps. Bizarrement, aucun de nous l'a cité, mais ça va rester quand même également un homme clé pour l'année à venir. Il y a l'Euro qui va se jouer en 2021.
Je ne sais pas si les Français, s'ils décrochaient autre chose qu'une victoire, ce ne serait pas vu comme un échec, donc ça va être à surveiller. Quand même, il est champion du monde. Justement, on attend des champions du monde une nouvelle victoire. Si les Français venaient à sauter en quart ou en demi, je ne sais pas comment ce serait perçu. Enfin, il ne manquerait plus qu'on le condamne. Avant, il faut rappeler la composition du... Oui, enfin, les meilleurs troisièmes, ils vont. On n'est pas très inquiets non plus, quand même. Non, mais c'est costaud, quand même. Si même moi, je ne suis pas inquiète, vous je imaginez. sais, c'est costaud. Après, Noël Le Graët, effectivement, règne toujours sur le football français, mais ces derniers mois, il a quand même été un peu fragilisé, un peu secoué. Il y a eu le scandale Corinne Diacre et les filles de l'équipe de France. Il a voulu, comme il fait d'habitude, dire que tout était fini, régler ça en une réunion. Visiblement, le mal est le plus profond. Il y a eu aussi cette histoire interne à la Fédé avec des directeurs généraux qui se sont opposés à Florence Ardouin, une femme forte aussi de la Fédé. Il y a eu les scandales qui ont éclaté également du côté de Clairefontaine. Il y a beaucoup de choses qui sortent en ce moment. Étonnamment, effectivement, c'est avant les élections. C'est bizarre. Hein. C'est bizarre. Va-t-il se représenter? Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il va quand même y aller. Surtout que son ami Thiriez, son meilleur ami ou son meilleur ennemi, vous choisirez, veut y aller et va y aller. J'imagine très mal Noël Le Graët laisser Thiriez avoir la moindre chance de se présenter et de lui succéder. En tout cas, vous me décevez parce que pas un d'entre vous n'a choisi Stéphanie Frappart quand même. Non, mais... si, elle est quand même numéro 1 du classement d'équipe. Mais vous n'allez pas citer. Non mais évidemment. Évidemment. Non, mais moi je trouve que c'est un choix magnifique, c'est un très bon choix. Elle est rentrée cette année dans l'histoire. Ah oui. Elle a dirigé Juve Ukraine. On dit qu'elle a aujourd'hui l'étoffe peut-être pour être qualifiée pour l'Euro. Enfin, j'ai entendu ça hier, ce serait quand même formidable. Voilà, c'est une pas comme si on avait beaucoup d'arbitres qui faisaient des grandes compétitions. C'est quand même une petite révolution. On sent que ça a vraiment pris une dimension. Oui. Je me souviens, après le match de la Juve contre le Dynamo de Kiev, il y a Bonucci sur son réseau social qui a envoyé un petit message bienveillant à Madame Frappart pour le match. C'est quelque chose qui va amener d'autres choses et voilà. Et c'était pas condescendant en plus. C'était pas genre c'est une femme, c'est bien ce qu'elle a fait pour une femme. C'était vraiment c'est une super arbitre et c'est ça qui et je trouvais que le message était plutôt sympa de la part de Bonucci, qui est quand même une grosse figure du football italien. Donc voilà, je pense que par la suite, il va y avoir de plus en plus de femmes aussi qui vont arriver. Et on peut être fier de ça. Voilà. Thibaut Bézirian, sur les réseaux sociaux, quel est le personnage clé du football français actuellement? C'est le classement général qui a fait super parler sur les réseaux, en effet, avec Stéphanie Frappart, parce que ça a étonné, c'est sorti comme ça un peu du chapeau, même si quand on voit les commentaires, alors Nabil Djellit a été un des premiers à relayer la une de l'équipe, en effet, avec Stéphanie Frappart, et donc les 30 qui font le foot français. Beaucoup de commentaires, c'est mérité, c'est clairement une des arbitres les plus respectées, voire la plus respectée en Ligue 1. Elle commence à prendre de l'ampleur en Europe, c'est complètement mérité. Beaucoup de messages, mais on nous dit aussi un peu de démagogie quand même. Forcément, sur les réseaux, on remet tout en cause, donc on remet aussi ce classement. Les Marseillais, eux, n'étaient obnubilés que par une chose, le compte officiel de l'OM, le fait que Stéphanie Frappart arbitre la rencontre de demain soir contre le Montpellier Hérault. Et d'autres messages pour dire quand même bravo. Majoritairement, c'était vraiment des bravos. Félicitations même à l'équipe pour avoir choisi Stéphanie Frappart si haut dans ce classement. Ça fait plaisir, c'est surtout entièrement mérité. Le mérite qui revient souvent. Mais bon, il y en a aussi qui continueront d'être contre ça, qui jugent aussi que en tant qu'arbitre, elle n'excelle pas forcément. À ce niveau, c'est plus une évidence. Pour certains, pour certains, en fait, ce choix est finalement aussi de la politique. Ce qui me dégoûte avec le football en France, c'est trop politique, et donc ce serait un choix entièrement démagogique et politique. Mais avec ces faits d'armes récents, c'est quand même majoritairement positif ce qu'on voit sur les réseaux concernant Stéphanie Frappart. Mais il ne manquerait plus que ça. Ah bah oui. Dans un instant, on parle de Mercato avec Ramos et Messi qui sont convoités par le Paris Saint-Germain. Quelle doit être la priorité du PSG et est-ce que c'est réalisable? Il faudra quand même poser la question évidemment. Il y avait la grande première pour Maurizio Pochettino, première conférence de presse de l'entraîneur parisien. On vous fera écouter les meilleurs morceaux de cette conférence et on se demandera s'il vous a conquis ou pas. Et puis Steve Mandanda qui dit que l'objectif pour Marseille cette saison c'est le podium. Est-ce que c'est réalisable ou pas? Est-ce que vous y croyez? À tout de suite. On est de retour déjà dans l'équipe d'Estelle avec toute la bande. Mais oui, les publicités sont très courtes. Je ne comprends pas. Alors on fait une audience de malade. Ça c'est quand même très inquiétant. Bon, enfin en tout cas, ça nous fait plus d'émissions et ça on est ravis. Voilà, dans un instant, on va parler de Ramos et Messi qui sont convoités par le Paris Saint-Germain. Et c'est pas une blague. Là franchement, les rumeurs enflent de plus en plus. Et on se demandera quelle doit être la priorité pour le Paris Saint-Germain. Mais avant cela, nous allons voir le meilleur du sport de ces dernières 24 heures. C'est le zapping préparé par Sacha Depersin. C'est osé.
Laurie en échec. Tatum au rebond. En première intention. Jason Tatum. C'était seulement sa 5e titularisation en championnat. Et il va déjà visiblement devoir sortir assez vite. Pour Sébastien Loeb, bien meilleure journée qu'hier. 6e de l'étape, 7e du général, à 36 minutes du leader. Toujours dans le match, encore des petits trucs à corriger. Make up some of the points they're missing from Blake Griffin and also Josh Jackson. Excuse me. Well, nice job. Excuse me. Well, I finished this off with the left. Bonjour tout le monde, bienvenue à la présentation officielle du nouveau coach du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, qui est accompagné de Miguel D'Agostino qui se chargera de la traduction. Alors Karine, cette pochette. C'est une pochette classique. Bon, j'espère que vous êtes en forme parce qu'ici c'est tonique. Hein. Le Pacifique nous fait bien comprendre qui il est. Voilà, 600 000 du Cap Horn. Et avec une mer vraiment dégueulasse. On part dans des surfs à 29 nœuds. On plante dans une vague. On s'arrête à 13 nœuds. Voilà, là j'ai un peu réduit la toile parce que ça commençait à être un peu chaud l'histoire. Voilà, plus que 600 000. 600 000, faut pas que le bateau lâche maintenant. Hein. Allez, bonne journée à tous. Ciao. Et on va parler mercato maintenant dans l'équipe d'Estelle. On pensait que le mercato allait être très plat, mais en fait vous allez voir que ça s'active énormément en vue de l'été prochain. Avec non mais c'est assez fou. Vous allez voir deux pistes assez incroyables du côté du Paris Saint-Germain, Raphaël. Non, mais là c'est fou ce qui nous arrive. Alors, selon les informations de l'émission espagnole El Chiringuito, Florentino Pérez aurait rencontré Sergio Ramos dans sa chambre d'hôtel mercredi dernier avant le match contre Elche. Le défenseur espagnol lui aurait expliqué attendre une offre du Paris Saint-Germain ces prochains jours pour rejoindre donc le club de la capitale avec Lionel Messi. Oh là là. Je vous dis ce qui est dit dans l'émission El Chiringuito, ce qu'aurait dit Sergio Ramos à son président. Quelqu'un du PSG m'a dit qu'ils vont faire une super équipe avec moi. Et Messi, je vous rappelle que Sergio Ramos est libre de s'engager où il le souhaite depuis le 1er janvier. Et selon Marca, Sergio Ramos refusé de prolonger avec le Real. Il y a marqué exclusivité mondiale quand même sur le... Okay, ah bah oui. Okay. Alors, admettons que ça se fasse. Oui. Ramos ou Messi, quelle doit être la priorité du Paris Saint-Germain? Je commence avec vous, Benoît Trémoulinas. Aucun des deux, un relayeur et un latéral droit. C'est vrai que ça coûterait peut-être moins cher en plus. Aucun également pour Guillaume Dufy. Messi, mais j'aime Sergio. Bien sûr, tout le monde aime Sergio. Neymar et Mbappé. Donc vous achetez personne, hein, Raphaël. Messi pour Ludovic Obraniak et Messi également pour Olivier Bossard. Je vais commencer avec vous, Ludovic. Lionel Messi, ça vous exciterait qu'il vienne à Paris? Pas que moi, à mon avis. Hein. Mais vous imaginez le coût sportif. Mais quel Messi? Quel Messi, celui de là? Des 2 derniers mois ou... Et Messi, ça restera Messi. Là, il est pas. Aussi il est pas dans ses. D'ailleurs, il s'est rajouté 600 buts sans jouer. Il est bon, il est bon. Même sans jouer, il les claque. Non, mais ça serait un coup dans faire venir le meilleur joueur du monde, peut-être de tous les temps, ne serait-ce qu'1 an avant qu'il aille à Miami, puisqu'apparemment c'est plutôt le chemin de l'avenir pour lui. Sur le plan médiatique et sur le plan sportif, ça a du sens. Honnêtement, il est libre. Le salaire, je pense que le Paris Saint-Germain, s'il dégraisse un peu, après il faudra peut-être faire un choix entre Neymar et Mbappé. On est à 70 millions du premier de salaire groupe, par an. Il faut se mettre dans la peau des dirigeants qataris. Bon, sur le plan sportif, ils font des choses pour gagner la Ligue des Champions, certes. La Coupe du Monde au Qatar arrive en 2022. Faire Messi l'année de la Coupe du Monde au Qatar, ça serait un coup incroyable déjà pour eux. Neymar et Mbappé. Ouais, mais on n'est pas sûr Messi, c'est encore Guillaume, Messi c'est encore au-dessus. Mais Messi, en termes de renommée, en termes de coût, tu peux. Mais Messi, ça serait un coup incroyable. Le PSG, c'est pas le championnat écossais d'il y a 20 ans. Moi, je suis d'accord avec Estelle. Lequel Messi? Celui qui marche depuis 6 mois, 1 an? Non, pas depuis 6 mois. Moi, je te dis que Messi, sur un coup de baguette magique, il redevient. Moi, je pense que c'est la fausse bonne idée. Il a besoin, psychologiquement, il n'est pas au mieux. Tu le vois bien, il est avec ce qui s'est passé il y a quelques mois, il est psychologiquement pas bien. Il a pas envie. Psychologiquement, il serait bien au Paris Saint-Germain alors qu'il saurait qu'il part un an après. Après, pour moi, fan de foot, imaginez Messi au Paris Saint-Germain.
Voilà, c'est juste pour le plaisir des yeux, pour le plaisir de notre championnat. Donc voilà, après, est-ce que sportivement c'est un intérêt? J'en suis pas persuadé. Mais le fait, si tu es un club de foot et si tu as l'occasion, ne serait-ce que d'avoir Messi une année chez toi, je trouve que, en tout cas, si j'en ai les moyens, je saute sur l'idée. Alors, on va quand même regarder à quoi ça ressemblerait un Paris Saint-Germain avec Messi. Et on a mis Ramos aussi. Sergio Ramos. Oui, bien sûr. Oui, mais alors ça nous obligerait à changer de système, à passer à 3 derrière, parce que vous avez quand même Marquinhos et Kimpembe. Donc vous aurez une défense à 3 avec Kimpembe, Marquinhos et Sergio Ramos. 3-4-3 avec un trio d'attaque Neymar, Mbappé, Messi. Ah mal. Ça, c'est une composition pour un... Comment on appelle ça quand on célèbre la fin Un jubilé. Un jubilé. Ça, c'est une compo jubilé. Ou la récupération du ballon, tu t'en fous, quoi. Ah bah, en Ligue 1, tu cartonnes avec ça. Ah ben oui, je peux te dire. Danilo est encore là. Oui, on l'a mis là avec Verratti. Alors que Di Maria a disparu, Icardi aussi. Mais le problème avec cette composition, c'est que certes, je comprends Ludo et moi pareil. Moi, je suis un fan inconditionnel de Messi. Pour moi, c'est le meilleur joueur du monde. Et même s'il est un peu moins bien en début de saison, malgré ça, il porte à lui tout seul le FC Barcelone parce qu'autour de lui, il n'y a personne pour l'aider. Si vous mettez Messi au Paris Saint-Germain, certes, c'est un gros coup médiatique. Il y a la Coupe du Monde bientôt au Qatar, bien sûr. Mais après, c'est vrai que par rapport à la philosophie de jeu que Mauricio Pochettino veut pour le Paris Saint-Germain, je ne suis pas certain que Neymar, Mbappé et Messi fassent le pressing qu'il veut à la perte du ballon. On va pas avoir les trois. Non, d'accord. Messi, Neymar, ça a bien fonctionné. On va pas avoir les trois. Oui, mais là on parle. Non, mais pour l'instant, si on dit que Neymar ou Mbappé part, à ce moment-là, c'est un autre débat. Là, pour l'instant, ils sont là. Pour moi, les trois, c'est incompatible. Mais c'est certain que Messi, ça fait rêver. Alors, on va voir quand même la dernière saison de Messi en chiffres. Raphaël, ça a donné quoi? Ça reste quand même assez correct. Les stats de Lionel Messi cette saison, c'est 19 matchs, c'est 10 buts, 6 passes décisives, c'est quand même pas mal. Mais vous voyez que les saisons se poursuivent et que le rendement n'est pas le même. On est très loin du rendement de la saison d'il y a 2 saisons où il avait marqué 51 buts et délivré 20 passes décisives en 50 matchs. Je pense que tout va s'arranger après les élections et qu'il va rester, au Barça. Et je pense que Sergio Ramos va prochainement avoir sur son bureau une offre qui correspond un peu plus à ce qu'il veut, à ce qu'il vaut, ce qu'il mérite. Après, je ne sais pas s'il demande une augmentation, il a je ne sais plus quel âge. 35 ans, il va avoir 35. Bon voilà, après on le dit pour les clubs français qui sont tous en difficulté économique, les grands clubs étrangers galèrent autant. Le Barça, le Real sont dans des situations financières catastrophiques. Donc que les joueurs jouent là-dessus, c'est leur rôle. Mais ces deux-là devraient obtenir ce qu'ils veulent quand même. Vous vous rendez compte, le président qui arrive au Barça et qui est le président qui signale le départ ou signe le départ de Messi, il commence très mal son mandat. En tout cas, c'est vrai que ce qui nous fait rêver, c'est que ce ne serait pas la première fois que le Paris Saint-Germain ferait un énorme coup, Raphaël. Oui, ils ont tenté des coups avec des trentenaires. Il y a quelques exemples, alors avec de la réussite ou avec pas de réussite. Il y avait le coup médiatique de David Beckham, souvenez-vous, qui avait 37 ans lorsqu'il signe au Paris Saint-Germain le 31 janvier 2013. Il reste 6 mois. On ne va pas dire que c'était une grande réussite sur le plan sportif. Bon d'accord, c'était bien. Daniel Alves, ça aussi c'était un coup pour le Paris Saint-Germain, meilleur latéral droit du monde. Il arrive à 34 ans, le 12 juillet 2017. Il va remporter quand même 5 titres de champion de France avec 5 titres avec Paris, dont 5 titres plus 2, dont 2. Non, 5 titres, dont 2 titres de champion de France. Oui, vous avez compris. 5 titres, dont 2 Ligue 1. Voilà. Ah oui, d'accord. Voilà. Lassana Diarra, qui arrive à 32 ans au PSG, c'est quand même, ça n'a pas été une franche réussite quand il arrive à 32 ans le 23 janvier 2018. Il y a eu Gianluigi Buffon, 40 ans. Voilà, il est l'un des meilleurs gardiens de l'histoire du football. Il arrive le 6 juillet 2018. Une réussite, ça? Ça, c'est à vous de voir. Et puis la dernière, en revanche, un trentenaire qui a réussi au Paris Saint-Germain, qui est arrivé à 32 ans, c'est Keylor Navas. Voilà, là, aujourd'hui, on ne peut pas, sur tous les exemples qu'on vous a cités, c'est peut-être le trentenaire qui a le mieux réussi au Paris Saint-Germain. Quel âge a Messi? Alors, Messi va avoir 34 ans. 34 ans. Voilà, exactement. Et Ramos va avoir 35. D'accord. Olivier Bossa, alors vous qui êtes d'habitude très... vous êtes, je ne vais pas dire strict, mais vous faites attention à l'argent, vous êtes très comme ça, quoi. Et là, tout d'un coup... C'est incroyable. Et vous nous dites Messi, mais je suis estomaqué. Mais oui, même si Sergio Ramos est un joueur extraordinaire et qui, à mon avis, réglerait beaucoup de problèmes au PSG... si le PSG a l'occasion de faire Messi, à mon avis, il ne doit pas se gêner. La fenêtre de tir a quasiment jamais existé. Ça a été constamment fermé pour Messi. On le pensait lié à Barcelone à vie. Et là,
la fenêtre s'est ouverte, elle existe. Donc si le PSG, je ne sais pas, a la moindre chance de le faire, mais il ne doit pas se gêner. Là, on parle d'un transfert historique. Le monde entier aurait les yeux fixés sur la Ligue 1. C'est jamais arrivé. Messi en Ligue 1, ce serait... Oui, mais ce serait même encore plus fort que Neymar. Un Messi, là, on parle d'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football. Des matchs à 13h en Chine. En Chine, mais bien sûr. Ça marche bien, je pense. Non, mais franchement, justement, est-ce que Messi, c'est vraiment plus fort que Neymar et Mbappé, médiatiquement pour vous, Ludovic? Je pense, oui. C'est mondial. C'est pas demain. Ouais, mais je sais pas. Il est considéré, Messi, c'est le numéro 1. Il n'y a pas d'équivalent. Alors on met dans la balance avec Ronaldo, mais tu as à côté plus le talentueux, besogneux et le génie sur qui la Providence s'est penchée sur le berceau. Tiens, toi tu seras mon lieutenant dans le milieu du football. Allez, vas-y, tiens, je te donne les pleins pouvoirs. C'est incroyable ce qu'il fait avec le ballon, ce garçon. La facilité de déplacement, d'éliminer, c'est de l'art. Pour les gens qui aiment l'esthétisme. Le voir, pas que ce soit en huis clos, le voir jouer, c'est juste beau. En fait. Mais comment moi, je suis pas tout à fait d'accord avec Olivier. Il y a eu des fenêtres. Alors peut-être des vasistas. Ouais. Mais à chaque fois qu'il a voulu prolonger ou revaloriser, il s'est servi de ça. Médiatiquement, il est plutôt discret, mais à chaque fois, il a parlé des dirigeants qui lui manquaient de respect. On a déjà entendu Messi à City, Messi je ne sais où, et à chaque fois, alors que pas mal de personnes y croyaient, hop, le chèque qui arrive et qui tombe au bon moment. Donc il y a eu déjà des petites fenêtres. Alors est-ce que celle-ci est plus grande ou un peu plus ouverte? Parce que c'est une baie vitrée, quoi. Peut-être. Après, est-ce que les clubs vont se précipiter sur un garçon qui va avoir 35 ans dont le salaire est quand même si c'est libre, c'est énorme. C'est 70 millions et hors impôt. C'est énorme. Si la crise du Covid persiste, pas de personnes dans le stade. Vous parliez des maillots, Estelle. Est-ce qu'aujourd'hui les maillots se vendent quand les stades sont vides? Moins. En merchandising, évidemment moins. Donc c'est quand même... Ça fait cher le pyjama, quoi. Les Qataris sont immensément riches, peut-être qu'ils savent compter aussi, ils comptent. Exactement. Alors quand même, Mauricio Pochettino, on lui a posé la question, évidemment, Messi au Paris Saint-Germain. Est-ce qu'il a envie? Écoutez sa réponse. Le Père Noël m'a déjà donné un beau cadeau en m'offrant la possibilité d'entraîner ce grand club que je connais depuis une vingtaine d'années. Maintenant, nous sommes en train de nous adapter à ce club et aux personnes qui le composent pour commencer à travailler de la meilleure manière possible. Donc nous allons laisser toutes ces rumeurs pour plus tard, quand nous serons prêts. Il n'a pas l'air d'y être tout de suite, mais il a l'air d'avoir envie. Vous imaginez Pochettino lors de sa première conférence de presse? Messi? Non, pas envie. Franchement, mais, non. Après, juste, est-ce que franchement, aujourd'hui, Messi et Ramos, est-ce que ce sont les deux chantiers prioritaires du Paris Saint-Germain? On pense quand même à d'autres postes. Mais moi, je suis persuadé que Messi, tout ça, c'est un coup de com'. Moi, je suis persuadé que Messi restera à Barcelone parce que Laporta va se faire élire et qu'il va apporter Xavi. Et Xavi, qu'il connaît très bien, va réussir à le garder au FC Barcelone. Donc pour moi, c'est quasi impossible. Mais pour moi, le vrai chantier, c'est ce milieu relayeur. On en a parlé, on en a reparlé. Regardez la finale de la Champions League. Neymar, Mbappé redescendaient, mais à des kilomètres pour reprendre le ballon. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas ce milieu relayeur qui était là pour donner les bons ballons, tout simplement. Et c'est ce qui lui manque aujourd'hui au Paris Saint-Germain. Un joueur qui est capable de donner des bons ballons, qui est capable d'aller vers l'avant, un peu ce que faisait un petit peu Matuidi pour amener un petit peu le soutien à ses attaquants, et surtout un latéral droit, parce que Florenzi, on l'a vu en Champions League, on a vu que quand il fallait monter d'un cran, c'était compliqué défensivement. Donc pour moi, le vrai chantier, c'est le milieu relayeur et le latéral droit. C'est même le milieu, pour moi. Ouais. Le relayeur et puis peut-être un vrai... un 6, ouais. La vraie sentinelle. Ouais. Celle qu'on là, on empile les milieux quand même du côté du Paris Saint-Germain. C'est le poste le plus fourni. C'est Ludovic qui a utilisé le verbe dégraisser. C'est le boulot de Leonardo. Il est attendu sur ce sujet précisément par le Qatar et par l'émir. Il est vraiment très attendu et il doit dégraisser absolument. Au milieu, évidemment, où tu peux faire une équipe type de... Pas facile dans le contexte actuel. Comment? Non, pas facile. Et surtout quand on a empilé les joueurs et qu'on les paye une fortune. Et qu'on les a payés très cher. Paredes, on l'a payé... 47. C'est pas nous. Il y a peu de chance de le revendre au même prix. C'est pas Leonardo, Paredes.
Non, c'était Enrique. Thibaut Vézirian, sur les réseaux sociaux, on préfère Ramos, on préfère Messi, on préfère rien. J'ai mené l'enquête. Bon, pour les supporters, c'est forcément choisir entre sa mère et son père, donc on adore forcément. Mais j'ai mené l'enquête, notamment sur le compte Instagram de Sergio Ramos, 42,5 millions d'abonnés, 2 de moins que le compte Twitter de l'équipe d'Estelle, certes, mais un compte influent quand même. Et du coup, regardez cet indice très fort qui emmène Sergio Ramos du côté du PSG. C'est une story qui date d'hier. Et cette story, eh bien, elle ne s'affiche pas. J'aimerais vous l'afficher, mais elle ne fonctionne pas. Tout ça pour vous dire qu'il a écrit en français, merci beaucoup. Il a remercié l'équipe de lui afficher, d'être dans l'équipe type de l'année 2020. Donc déjà, Sergio Ramos a écrit en français. Donc ça, c'est quelque chose. Ça, c'est dingue. Ensuite, sur les réseaux sociaux, beaucoup de messages pour afficher Sergio Ramos avec ce visuel qui le montre en parisien. Ça lui va bien, Estelle. Ça lui va hyper bien. Ces couleurs, forcément. Donc, ça bruisse, ça fait parler. Mais après, quand on fouille, El Chiringuito, réputation très, très faible, allez, il faut se le dire. D'autres estiment que c'est Serge Le Mito qui a fait l'info. C'est drôle, ça c'est très drôle. Qu'en fait, tous les joueurs se servent du PSG pour négocier des contrats astronomiques et ça devient la règle. Donc voilà, quand on creuse encore plus, finalement, même s'il parle un peu en français, on se dit que Messi et Ramos à leur premier entraînement, ce sera comme le catch sur l'équipe, sur la chaîne L'équipe. Ce sera un duel de titans, mais donc inversé, vous avez compris. Mais non, il n'y croit pas plus que ça. Peut-être un peu plus Messi que Ramos quand même, mais finalement, Ramos reste à Madrid, reste loin de la capitale française. La priorité, ça pourrait être un peu plus défensif avec Ramos que Messi, mais bon, non, ils sont un peu perdus les supporters du PSG, mais ils n'y croient pas trop. Comme nous, peut-être un peu comme nous. Voilà. On a le sondage justement pour essayer de les départager. Alors vrai, faux, Ramos, Messi, pas du tout. Vous n'avez pas envie de répondre, vous répondez. Réponse, plus de 1200 votants. Et à l'arrivée, quelle devrait être la priorité? Sergio Ramos, je le disais un petit peu, la question défensive. C'est ça. Et ben c'est pas grave. Voilà, et ça tourne, il y a tellement de compétitions. Bah oui, bon. Marquinhos, visiblement, peut jouer au milieu. Mais aussi. Et si ça se trouve, Ramos aussi, on ne sait pas. Mais oui. Ramos peut jouer latéral droit. Mais il peut jouer partout, vous savez. Voilà. Dans un instant, on parle de l'Olympique de Marseille. Pour Steve Mandanda, l'objectif, c'est le podium. Est-ce que c'est réalisable ou pas pour l'OM? Et puis la première conférence de presse de Mauricio Pochettino. Est-ce que l'entraîneur du PSG vous a conquis avec son discours? Et puis bien sûr, Pierre-Antoine Damecourt, la petite lucarne. À tout de suite. On est de retour sur le plateau de l'équipe d'Estelle avec toute la bande. Il y a Benoît Trémoulinas, Guillaume Dufy, Thibaut Vézirian, Raphaël Sebaoun. Il y a également Ludovico Bragnac et Olivier Bossard. On parlera de la première conférence de presse de Mauricio Pochettino dans un instant. Mais avant cela, la déclaration du jour, c'est celle de Steve Mandanda, le capitaine de l'Olympique de Marseille. Steve Mandanda qui s'est confié sur l'objectif de son club. C'était hier en conférence de presse. Écoutez. Les objectifs, on est obligé d'en avoir. Il y en a des personnels et des collectifs. Il y en a, on va dire, des secrets entre guillemets, et puis d'autres qui sont où je peux en parler librement, mais c'est pas un secret que de dire que l'objectif collectif, c'est de finir sur le podium. Voilà, notre objectif, c'est de finir sur le podium. Déclaration de Steve Mandanda au micro de l'excellent Nicolas Chebrion. On va regarder tout de suite le classement de la Ligue 1 avec Marseille qui est 5e avec 28 points, mais Marseille qui possède bien sûr 2 matchs de retard, ce qui veut dire que si ces matchs étaient gagnés, Marseille aurait actuellement 34 points, mais évidemment ces matchs ne sont pas encore gagnés. Alors, objectif podium pour Steve Mandanda, est-ce que vous y croyez ou pas? Tout de suite, Benoît Trémoulinas, eux y croient, moi non. Ah oui, carrément, c'est un peu violent. Dur pour Guillaume Dufy. C'est un oui pour Thibaut Vézirian, oui également, Raphaël Sebaoun. Mercato, oui, ça va être compliqué pour Marseille, évidemment. Et on y croit, Olivier Bossard, souligné d'un trait comme ça, rageur, Olivier, me semble que vous y croyez, vous êtes à fond. Rageur, c'est ça. Oui, j'y crois, tout est possible cette saison, pour la première fois depuis une éternité, c'est même vrai dans tous les championnats. C'est ouvert de partout. L'OM, même si avant la trêve, reste sur une mauvaise série. J'oublie pas que juste avant, il restait sur 7 victoires consécutives en Ligue 1, ce qui est pas mal. Aujourd'hui, ils n'ont plus de Coupe d'Europe. Ça va être un match par semaine. Ça va être quand même beaucoup plus tranquille pour eux. La chance également de l'OM, c'est que la concurrence n'avance pas non plus très très vite. Devant eux, il y a notamment Lille qui doit encore jouer la Ligue Europa, qui peut peut-être faire un coup, qui va jouer le jeudi soir. Ça risque d'être compliqué. Après, je regardais le calendrier de l'OM. On sera fixé fin février. Ils ont un calendrier de folie en février. Ils doivent rencontrer le PSG. Ils doivent aller à Bordeaux, chez qui ils n'ont jamais gagné depuis 77.
c'est le PSG, c'est Lille, c'est Lyon, donc ça va être très compliqué, on va être vite fixé pour le... Ouais, on le voit, le calendrier du mois de janvier, et c'est surtout les 3 derniers matchs de janvier qui peuvent être décisifs, parce que ça sera contre des équipes directes, en tout cas qui jouent peut-être l'Europe, le Racing Club de Lens qui est actuellement 7e, il y a cette équipe de Monaco qui est 6e, qui elle aussi a l'ambition, pourquoi pas, de disputer le podium, et puis il y a dans la foulée la réception de Rennes qui est 4e et qui est aussi veut disputer une nouvelle fois la Champions League. Alors Benoît Trémonas, c'est ce que vous pensez, Marseille a terminé 2e la saison dernière, est-ce que la concurrence cette année est plus forte? Moi, je pense que Lille et Lyon ont vraiment un gros train d'avance par rapport à l'Olympique de Marseille, juste par rapport à la profondeur de banc, tout simplement. On voit que l'Olympique de Marseille, au niveau du banc, au niveau des remplaçants, c'est juste, alors que Lyon et Lille peuvent se permettre de faire tourner bon nombre de joueurs sur différents matchs. Et quand bien même que Lille ait la Coupe d'Europe, on a vu que Christophe Galtier a réussi à concerner tous les joueurs, que ce soit en Coupe d'Europe et en championnat, et que ça a fonctionné pendant 6 mois. Je ne verrais pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas les 6 prochains mois, sachant que le Portugais, comment il s'appelle, le numéro 6 à Lille, leur meilleur joueur. Oui, sachant que Renato a été blessé un bon nombre de semaines, ils vont le récupérer. Donc non, pour moi Lille et Lyon sont largement favoris pour la course au podium. Après Ludo a parlé de Mercato, je lui laisserai lui en parler, mais il y a toutes ces donnes qui font que pour moi, non, Marseille ne finira pas sur le podium. Et Marseille qui peut être peut-être plombé par son mercato, parce qu'on le sait, Marseille a besoin d'argent, Marseille doit absolument vendre. Alors c'était un peu votre interrogation, Ludovic, on va faire un petit point mercato d'abord avec vous. Raphaël, est-ce que Marseille peut acheter, est-ce que Marseille peut vendre? Déjà, il y a des joueurs qui sont ciblés par l'Olympique de Marseille, par exemple si on croit la presse anglaise et notamment Sky Sport, pour des départs éventuels. Il y a le cas de Jordan Amavi qui est convoité par Crystal Palace. Ça c'est pour la première information, Estelle. Voilà, en tout cas le club de Crystal Palace est intéressé par son profil. Est-ce que Marseille voudra vendre cet hiver Jordan Amavi? Est-ce qu'il voudra y aller déjà? Est-ce qu'il voudra y aller Est-ce que ce sera une grosse perte? Parce qu'il revient vraiment bien. Exactement. Alors côté arrivée, il y a plusieurs noms qui circulent. Il y a le nom de l'attaquant, de l'ailier de Leicester, Desmarais Gray, qui est aussi convoité par l'AS Monaco. C'est une information qu'on avait découvert il y a quelques jours de Nabil Djellit. Et puis il y a également, alors on parle également d'Arkadiusz Milik, mais on sait l'attaquant de Naples, mais c'est très compliqué, c'est 15 millions d'euros. C'est cher. Il y a sur le marché italien également, selon plusieurs médias italiens, 2 joueurs de la Fiorentina qui sont ciblés. Paul Lirola qui est latéral droit, on sait qu'on cherche toujours une doublure depuis le départ de Bounassar. Et puis il y a Christian Kouamé, l'attaquant ivoirien de 23 ans qui évolue également à Florence. Est-ce que le mercato justement peut plomber à la fin de saison de l'OM pour vous, Ludovic? Mais je ne crois pas qu'ils laisseront partir beaucoup de monde parce qu'ils sont en position de... Eux, ce qu'ils veulent, c'est retrouver la Ligue des Champions. Ils n'ont pas non plus beaucoup d'offres, de toute façon. Non, en plus de ça, je pense que le marché, notamment anglais, avec le Brexit, sera un marché totalement différent de celui qu'on a connu. Moi, c'est surtout sur les arrivées. C'est-à-dire cet OM-là, il souffle le chaud et le froid, mais malgré tout, il est quand même là. C'est quand même dingue, malgré la piètre qualité parfois de ces matchs, où à maintes reprises ils se sont fait jongler, mais force est de constater qu'au niveau comptable, ils sont quand même là, ils sont toujours là. Donc c'est déjà le cas l'année dernière. C'était déjà le cas l'année dernière. Je pensais ça impossible. Je pensais que c'était impossible de renouveler cette performance-là en jouant un football sans idée, quoi. Quand je vois aussi l'état de forme de ces cadres, ça interpelle. Mais si tu as ça partait pas mal. On parle des numéros 9 là. Si tu arrives à faire, je sais pas, allez, imaginons que tu arrives à faire un coup avec un bon numéro 9 et que tu arrives à attraper un petit arrière droit, et sur un malentendu, à la Jean-Claude Duss, à la fin, ça fait longtemps que Marseille n'a pas fait de trou avec ses numéros 9, pardon. Mais là il y a des noms quand même qui circulent. Moi pour avoir quelques infos en Pologne. Je sais que le cas Milik est... Oui, il y a du concret. Ça ne sera pas 15 millions. C'est à l'air. Ouais. Après, peut-être que les dirigeants marseillais et Longoria, qui visiblement a, comme tous les directeurs sportifs qui arrivent en France, a un réseau. Non mais c'est vrai, on attend de voir. Après, moi je suis d'accord, j'entends toutes les qualités que vous avez citées de l'Olympique de Marseille, mais il ne faut pas oublier les autres, la concurrence. Ça. Lyon, Lille, Benoît en a très bien parlé. Paris aussi quand même. Oui, il y a Paris. Bon, Paris est bidon depuis le début de la saison, mais Paris est 3e avec 35 points.
Moi, j'ai été séduit par le jeu lyonnais et le jeu lillois, par aussi le réalisme et le violent réalisme des Marseillais, qui parfois étaient effectivement pathétiques mais réussissaient à gagner. Mais Lille et Lyon, c'est bien plus costaud. T'imagines, ils ont deux matchs en moins, je pense que Rennes... Mais ils ne sont pas gagnés ces matchs. Marseille aussi. Non, potentiellement, c'est pas gagné. ils sont potentiellement dans la course. C'est même très dur. C'est même très dur à jouer. Rennes a débarrassé la Ligue des Champions, a l'air d'aller quand même bien mieux avec le retour de Nyang et de Grenier. Non, je pense que ça va être hyper compliqué pour Marseille. Hyper compliqué. Déjà, le match qui arrive là, c'est Lens. Montpellier, c'est aussi un candidat sérieux avec un potentiel offensif hyper intéressant. Ouais, c'est déjà un premier test. On va savoir très rapidement avec l'OM, je pense. Ouais, parce que rappelons aussi qu'on n'est pas encore, le champion d'automne n'a pas encore été désigné. Il reste 2 journées quand même avant la fin de la mi-saison. Est-ce que pour vous, Benoît, est-ce que la concurrence est plus forte justement que l'année dernière? C'est-à-dire qu'on parle de Lille, on parle de Lyon, mais là vous n'avez pas parlé de Monaco. Alors je ne dis pas que c'est sur le podium, mais c'est vrai que on va parler de 15 équipes quand même. Non, mais vous avez rappelé qu'il y a quand même. L'an dernier, je pense que le championnat va aller au bout là aussi. Ça, vous savez, j'ai envie de toucher. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Il y a le variant qui arrive, vous savez. Non, mais on est à l'abri, on est à l'abri de rien. Mais est-ce que, par exemple, pour vous, Benoît, Marseille aujourd'hui fait partie des 3 meilleures équipes? C'est-à-dire que là, je parle même pas de points, mais en termes de jeu, est-ce que ça fait partie des 3 meilleures équipes du championnat? On l'a vu. Regardez, moi, ce qui m'interpelle dans tout ça, c'est que début décembre, on parlait de l'OM, on disait ils sont proches du titre, ils sont proches du podium, ils se sont écroulés. Ils ont subi la pression. En 3 matchs, ils ont pris 2 défaites, 1 match nul. C'est pour ça que ça m'interpelle un petit peu. Et je me dis que pour moi, Lyon et Lille ont plus les armes pour finir sur le podium. On peut parler de Monaco aussi, mais Monaco, c'est trop irrégulier pour l'instant. Mais quand ça joue, c'est pas mal quand même. Oui, mais c'est irrégulier. C'est-à-dire qu'il y a des bancs de dingue quand même. Ouais. Le banc de Lille, il est quand même... C'est tout sauf Nemila. On a vu Coco Bamba sur le banc, Yassisi sur le banc. À Lyon, ils ont un banc de dingue aussi. Non, puis Lyon, Rudy Garcia a trouvé un réel équilibre avec cette équipe de Lyon. Quand on voyait les 3 devant, c'est une attaque infernale. Ils auraient pu gagner de 2-3 buts de plus au Paris Saint-Germain, mais largement. Et Lille, pareil, Galtier a réussi à trouver cette équipe alors qu'il se fait dépouiller tous les ans de ses meilleurs joueurs. Il arrive à recréer, à se réinventer chaque saison. Et à recruter malin. Et à recruter, ce qui est quand même quasiment incroyable. Il fait bien jouer ses équipes. Déjà, on prend plus de plaisir à voir jouer Lyon et Lille. Et je pense que même par rapport à la profondeur de banc, ils sont plus armés pour finir sur le podium. Alors on va voir les cotes du côté des bookmakers. Raphaël, est-ce qu'il place Marseille sur le podium ou pas? Ils sont en tout cas d'accord avec le plateau qui ferait d'excellents bookmakers. Non, il n'est pas sur le podium, ce club de l'Olympique de Marseille. Il y a d'abord Paris, bon ça c'est une certitude. Il y a Lille, il y a Lyon également qui est juste devant Lille d'ailleurs. Marseille 4e, voilà, serait au pied du podium selon les bookmakers. Et attention, vous l'avez dit en plateau, il y a Rennes et Monaco également. Et Marseille qui a terminé 2e la saison dernière. Là, si on fait un comparatif, on est comment par rapport à la saison dernière, Raphaël? Un petit peu moins bien quand même sur le pourcentage de victoire, la moyenne de points pris par match. C'est un petit peu en dessous des standards de la saison dernière. Cette saison, on est à 53% de victoire en Ligue 1 contre 57% la saison dernière. Attention, beaucoup de défaites. Alors le championnat n'avait pas été au bout la saison dernière, Guillaume l'a rappelé, mais il y a déjà 3 défaites. Il y en a eu 4 en tout jusqu'à l'arrêt de la Ligue 1 pour l'Olympique de Marseille. Et un meilleur ratio de points pro, on était quasiment à 2 points par match pour l'OM qui était ultra efficace. Là, on est un petit peu moins bien. Il y a plus de matchs nuls du côté de l'OM. Est-ce qu'on y croit du côté des supporters marseillais, Thibaut, à ce podium? Ça fait partie des vœux pour 2021, en effet, des supporters très actifs sur les réseaux sociaux, les Marseillais, battre de nouveau le PSG et finir sur le podium. Voilà ce qui revient le plus souvent, en effet, dans les messages que l'on peut voir, que l'on peut lire, que l'on peut recevoir, comme ici Antoine. D'autres messages par rapport à ses vœux, par rapport à Steve Mandanda et ce qu'il a déclaré. Le premier, vous l'avez lu, voilà, que le président s'en aille, que l'OM finisse sur le podium, battre Lyon, Paris, Bordeaux, Saint-Etienne, voilà pour les grands classiques. L'OM sur une des marches du podium de Ligue 1, ce serait juste un signal fort d'un championnat bien faible. Une place 4, 5, 6 serait davantage réaliste. C'est un peu ce que vous avez dit aussi à l'instant. Alors quand je vous ai parlé de Jacques-Henri Hérault, voilà, quand on parle et qu'on pose la question du podium, ça revient inlassablement, ce genre de message, ce genre de photo. Le clown Jacques-Henri Hérault démission partout en fait. Dès qu'on s'adresse à quelqu'un et qu'on lui parle de l'OM, on nous renvoie ça. Il y a forcément un message là-dessus avec des visuels de ce type, ou encore pour vous dire que ça déplace les réseaux sociaux, carrément placardé sur les voitures du côté de Marseille. Hérault dégage. Donc c'est pour vous dire que voilà, ça prend une ampleur phénoménale et ça dépasse bien largement les réseaux sociaux. Il ne peut plus partir, il a la Légion.
Oui. Tu ne Évidemment. peux pas virer quelqu'un qui a la Légion. Bah, bien sûr que non. C'est interdit. Dans un instant, on parle du Paris Saint-Germain. Première conférence de presse pour Mauricio Pochettino. Est-ce qu'il vous a conquis, le nouvel entraîneur du PSG? Il y aura bien sûr Pierre-Antoine Namcourt, la petite lucarne, et puis le foutoir mercato. Ça bouge. Au niveau des transferts, on vous dira tout. À tout de suite. On est ensemble jusqu'à 19h45 en direct. On parle foot évidemment dans un instant. La première conférence de presse de Mauricio Pochettino. Il veut jouer avec du style avec le Paris Saint-Germain. Est-ce que ça vous a conquis ou pas? Mais ne rigolez pas. Enfin, c'est ce qu'il a dit lui-même. Ouais. Il a dit ça avec du style. Mais Et est-ce que vous avez été conquis? Mais écoutez, nous verrons, Guillaume. En tout cas, on débriefera cette conférence de presse dans un instant. Mais avant cela, les autres infos foot du jour, car il s'est passé beaucoup de choses. Aujourd'hui, c'est le foutoir. Et on commence, Raphaël, malheureusement, avec le coup dur du jour, malheureusement pour Bordeaux. Oui, pour les Girondins de Bordeaux et surtout pour Hatem Ben Arfa qui est touché à une cuisse à l'entraînement. Il est forfait pour le déplacement des Girondins de Bordeaux face à Metz demain. Il pourrait être indisponible 3 semaines. Un coup dur pour les Girondins de Bordeaux qui sont 13e au classement. Puis quand on voit l'impact qu'il a dans le jeu de son équipe des Girondins de Bordeaux, depuis sa signature le 7 octobre, c'est 2 buts et 4 passes décisives en championnat. Hatem Ben Arfa, c'est un énorme coup dur pour Bordeaux parce que voilà, c'était le meilleur joueur des Girondins, on va pas se mentir, depuis son arrivée quand même. Carrément, c'était le maître à jouer de l'équipe. Donc là, ils vont être orphelins de leur meilleur joueur. Parce qu'ils n'ont pas d'autres maîtres à jouer. Hein. Malheureusement, non. On essaie de les trouver, mais c'est compliqué. On essayait de penser que Oudin allait peut-être un petit peu se réveiller, mais on voit que c'est compliqué. Donc là, oui, forcément, c'est un gros coup dur pour Jean-Louis Gasset. C'est vrai que depuis qu'il est arrivé, même si je pense qu'il n'était pas non plus à 100% de sa forme physique, mais malgré ça, c'était quasiment le meilleur joueur à chaque match des Girondins de Bordeaux. Donc forcément, lorsque vous perdez votre meilleur joueur, ça risque d'être compliqué par la suite. Mais bon, j'espère que Jean-Louis Gasset va sur les Girondins de Bordeaux. Ah oui, 13e du championnat. Grosse déception. Franchement. Bah oui, mais ça fait quelques années que ça dure. Oui, Guillaume, mais quand bon, même. on y croit toujours. Bah oui, on y croit toujours, mais chaque année on est déçus. Pour reprendre le on utilisé par Olivier pour l'OM. Bien sûr. Voilà. Mais là, il ne l'a pas utilisé pour Bordeaux. Concernant juste Hatem Ben Arfa, c'est fou sur les réseaux, ça leur a mis un coup aux supporters de Bordeaux, parce qu'ils le disent. Pour des gens comme nous, les rêves n'existent pas. C'est une référence à Gomorrah, bien sûr. Voilà, Je l'avais pas, ça. Oui, vous avez pas vu la série, Estelle, voilà, un classique. D'autres en ont mis un coup à Depréville en passant. Il risque donc de rejouer. Bon, il n'avait rien demandé Depréville, mais voilà, les réactions en général, c'était un peu ça. En voyant l'annonce de la blessure d'Hatem Ben Arfa, ils étaient vraiment tristes. Voilà. Et, les supporters de Bordeaux, on est avec vous. Ouais. Les absents du jour. À Montpellier, Tedji Savanier et Stéphie Mavididi, contrôlés positifs à la Covid-19. Ils seront absents contre Marseille demain et manqueront aussi le match suivant face au FC Nantes. Également absent contre l'OM, il y aura Pedro Mendes qui est blessé, touché un mollet. Et revenons sur les cas de Covid-19. Information qui est tombée il y a un peu plus d'1 heure concernant la Première Ligue, qui a fait savoir que le nombre de cas de tests positifs au Covid-19 en Première Ligue avait plus que doublé en une semaine. On est passé de 18 à 40 cas en une semaine, donc dans le championnat d'Angleterre de Première Ligue. Mais pour l'instant, la Première Ligue continue. Bah, c'est quand même, Vive le réveillon de la Saint-Sylvestre. Oui, bah non, mais ils ont un variant, les pauvres, qui est beaucoup plus contagieux, donc évidemment. Bien sûr, oui. Oui. Espérons qu'il n'y ait pas trop de gens qui aient passé leurs vacances en Angleterre. En Angleterre, du côté des joueurs de foot déjà. Et puis des autres. Mais enfin voilà, ça fait quand même Montpellier amoindri, évidemment, avant ces 2 prochains matchs de championnat. Le soulagement du jour. Le regret du jour, d'abord. Aussi, oui. Oui, pour Christophe Galtier, on va parler du soulagement du jour pour le LOSC. Il y a un regret pour l'entraîneur de Lille, Christophe Galtier, qui est déçu du limogeage de son ancien gardien à l'AS Saint-Etienne. Stéphane Ruffier, il est revenu donc sur le gardien des Verts. Écoutez. Dommage pour le club, dommage pour Stéphane de finir comme cela. Mais quand vous arrivez à une telle situation, c'est que quelque part il y a un désaccord total ou pas d'entente possible. Mais c'est regrettable. Moi, sur un plan personnel, je sais ce que Stéphane a pu nous apporter quand j'étais l'entraîneur de la Saint-Etienne, mais c'était il y a quelques saisons. Voilà, ça se finit mal. Je trouve que c'est que tout le monde a raté quelque chose. C'est fort ce qu'il dit quand même Christophe Galtier sur évidemment Stéphane Ruffier, qu'il connaît extrêmement bien, il l'a entraîné. Alors vous, Saint-Etienne, c'est l'un de vos clubs, Benoît. C'est dur quand même, cette décision et la manière avec laquelle ça s'est passé. Je rejoins ce qu'a dit Christophe Galtier, c'est regrettable, parce que Christophe Galtier le connaît très bien, et au fond il sait que Stéphane Ruffier, c'est un bon gars.
Moi, j'ai joué 4 mois avec lui. Ça s'est hyper bien passé. Et il a un ego. Caractère pas facile, Mais il a un ego, mais comme chaque joueur. Mais après, c'est à l'entraîneur aussi à gérer les égos des uns et des autres. Voilà, Puel, il a gagné son combat face à Ruffier. Il a fait un choix fort. C'est un conflit de personnes ? Je pense. Il a fait un choix fort. Dès le début de saison, il a voulu l'écarter. Alors, je ne sais pas pourquoi, parce que oui, Stéphane Ruffier, il y a une période... Il est écarté dès son arrivée. Oui, mais la saison dernière, il y a une période où il était un petit peu moins bien, certes, mais c'est pas pour ça. C'est pas pour autant qu'on écarte un gardien international. Mais intrinsèquement, il n'est pas plus mauvais que Jessie Moulin. Exactement. Donc après, il y a des choses peut-être qu'on ne sait pas, qui se sont dit en face à face. Mais tout ça pour dire que c'est regrettable que ça se termine comme ça, parce qu'il a énormément apporté au club de Saint-Etienne. Je peux vous dire que les supporters stéphanois sont foudrages. Ça parle énormément sur le club. Je pense que d'ailleurs le club a dû bloquer certains messages sur Mais Twitter. ils ont tout bloqué. C'est pas je crois, c'est ils ont tout bloqué. Parce qu'ils sont foudrages, parce qu'ils savent ce qu'a fait Stéphane Ruffier pour le club. Après, comme je dis, on n'a pas tous les tenants et les aboutissants de cette histoire, mais c'est regrettable. Et c'est vraiment le problème, ce que tu dis sur la communication de Saint-Etienne qui est floue et on peut dire presque scandaleuse depuis le début, faire passer Stéphane Ruffier pour un type qui a craché sur l'institution. Je trouve ça tellement violent et de plus c'est pas clair. Oui, mais il devrait pas parler, Stéphane Ruffier. Quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Je trouve que la manière dont ça a été fait, ça a été géré depuis le début, c'est très violent. Ça manque de clarté, ça manque d'honnêteté intellectuelle. De classe. De classe. Je vais pas faire un parallèle avec l'éviction de Stéphane Guy, mais presque. Je trouve ça tellement violent. Il y a un moment, Stéphane Ruffier, c'est un mec dur, pas facile à gérer. Bon, il a apporté tellement à Saint-Etienne, il leur a donné tellement de points. Le virer comme ça, de manière aussi malpropre, je trouve qu'au XXIe siècle, il faudrait peut-être qu'on grandisse et qu'on apprenne et voilà, je suis un peu surpris parce que normalement nous les journalistes on est quand même plutôt bien placés, et Bernard Lyons qui travaille au quotidien sur Saint-Etienne ou les gens de France Foot ou d'autres et c'est pas clair, c'est vraiment. Qu'est-ce que tu veux comme clarté, Guillaume? Mais la clarté, c'est qu'il... Des vraies raisons, Mais tu la connais la vraie raison? Mais non, je sais pas si je la connais. Alors allez-y, moi je la connais. C'est un problème d'hommes. Ils se sont chopés les deux, ils se sont insultés, ils ont failli se mettre sur la gueule. Tu vas pas virer quelqu'un parce que tu as un problème d'homme. Vous connaissez mal. Si, mais je le connais bien. Vous connaissez mal et Stéphane Ruffier et Claude Puel. Là, tu as affaire à deux cabochards. Là, c'est les mecs. À un moment, il y a quand même. Enfin, pardon, Ludo, mais il y a des querelles, mais il y a la santé. C'est sûr que c'est le club qui est floué. Là. Bah oui, c'est ça. Après, moi, sur les prestations de Stéphane Ruffier, au moment de l'arrivée et un peu avant l'arrivée de Claude Puel, ça en faisait plus un titulaire totalement indiscutable, la légende, ce que vous voulez. Donc Claude Puel, à la limite, les cartes. Pourquoi pas? Mais ce qui me surprend, c'est qu'ils essaient pas de... Enfin, Jessie Moulin est un gardien, un bon numéro 2, mais on voit aussi qu'il y a certaines limites. Donc ce qui est surprenant, c'est qu'ils n'aient pas enclenché sur un nouveau gardien. On me parle depuis longtemps, et notamment, je me souviens de Jérémy Janot, qui me parlait d'un phénomène, un gardien là-bas, un jeune. Je suis surpris qu'il n'y ait pas un jeune, justement, qui intègre le groupe pro pour pouvoir, justement, être essayé. Après, c'est les hommes. Des fois, il y a des choses merveilleuses qui peuvent en sortir, et des fois... C'est beau, 10 mois. Non, mais c'est ça. Mais en plus, ça l'empêche lui de trouver un club. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu genre, cette ville est trop petite pour nous deux. Puel a dégainé le premier. Ils ont été plus malins. Voilà, c'est comme ça. En tout cas, il y a un super joueur à récupérer là pour le coup. Bien sûr. Là, et puis il doit avoir une fin incroyable. Si psychologiquement, il est apte. Ça va pas être facile, mais à mon avis, la fin, il a été très touché. Ça reste un compétiteur. À partir du moment où tu fais le choix de plus prendre Stéphane Ruffier, l'avoir dans le contexte, c'est un poids quand même. C'est pesant. Il règne comme à l'Etra quand il est là et tout le monde est un peu mal à l'aise. C'est pesant, oui et non. C'est pas non plus extraordinaire. On va pas dire que c'est un exemple non plus. Non mais dans ces cas-là, mais il fallait régler le problème avant dans ces cas-là. Là, ça fait un an. Moi, ce qui m'embête dans cette histoire, c'est que j'entends pas les présidents, quoi. Là, on entend. Et on n'entend pas Stéphane Ruffier non plus. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Claude Puel. C'est le patron, Claude Puel du sportif. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Claude Puel aujourd'hui a les pleins pouvoirs, concrètement. Parce qu'on n'entend pas les présidents. Normalement, c'est au président de trancher. Nous, quand on a des histoires au Girondin de Bordeaux, il sait très bien, Ludo. Jean-Louis Trio, tranché. Toi, tu connais bien Colo. Il y a eu à un moment donné une sortie de Claude Puel dans les médias où il a fracassé Colo.
ça n'a pas empêché que les deux hommes se sont rabibochés et il l'a fait rejouer. Donc on peut pas dire que Claude Puel, moi je l'ai connu, je l'ai vu se battre avec des mecs pendant des entraînements et les mecs ils jouaient le week-end d'après. Donc je peux pas dire que ça soit un rancunier au point de. Donc là c'est que ça a vraiment, à mon avis, dépassé. Ça a dépassé les bornes. Non mais je pense que là on a deux murs en face. Ouais, simplement, voilà. Là c'est fini. Hein. Mais c'est dommage qu'il y ait une meilleure communication parce que on dit qu'on l'a licencié parce qu'il est arrivé en retard. Tout le monde arrive en retard. Ça fait cher pour un retard. Non, mais c'est pas clair. On aurait aimé avoir des prud'hommes. Bah oui, évidemment. On va passer au soulagement du jour. Pour le LOSC, suite à la décision de la DNCG qui n'a pris aucune mesure à l'égard du club vendu en décembre par Gérard Lopez à la société Callisto, l'ex-président qui avait emprunté plus de 220 millions d'euros lors de ses premiers mois de mandat a été poussé vers la sortie par le fonds d'investissement américain à qui il avait remboursé moins de la moitié de cette somme. Et puis je vous rappelle, le nouveau président du LOSC, Olivier Létang, avait évoqué le 19 décembre un apport en liquidité à hauteur de 50 millions d'euros pour un club qui, sans le rachat, aurait probablement été en cessation de paiement début janvier. La proposition du jour de Frédéric Antonetti, l'entraîneur du FC Metz, avant de recevoir Bordeaux demain. Lui, Frédéric Antonetti, il souhaite changer le calendrier de la trêve hivernale qui est trop courte, cette trêve hivernale, selon lui. Pardon, écoutez-le. Moi, je suis partisan pour une coupure importante en décembre. Avec la possibilité de travailler 15 jours vraiment bien. On joue le 1er mai, on joue le 14 juillet, on joue le 15 août, voilà. Alors, cette année, le 1er janvier, on s'entraînait. Le 1er décembre, on a fait 2 entraînements et le 1er janvier, on a fait l'entraînement. Je ne suis pas trop partisan de ça. Moi, je suis partisan pour qu'on reprenne le 2 et qu'on ait 15 jours. Bah, moi, j'adore. Et les vacances mais ça ne va pas du tout. Mais il a raison, il faut plus de vacances pour les joueurs de foot ou... Il a raison, ça fait ses preuves en Allemagne. L'Allemagne joue comme ça depuis des années, ça fonctionne bien. Même les Anglais qui adoraient jouer entre Noël et le jour de l'an, ils sont un peu revenus là-dessus. Les terrains sont jamais très bons en décembre. Donc c'est jamais bon pour les blessures, ça tire froid. Trémoulinas et Aubragnac, ce qui est terrible, c'est la reprise, les adducteurs. Mais c'est une horreur. Quand les terrains sont gras, vous reprenez au bout de 2-3 jours des adducteurs qui sifflent. À Chaban, c'était les sables mouvants. Ah ouais, là, on s'enfonçait. On se voyait plus. Bon, bah donc c'est une bonne idée, quoi. Bah oui. Oui, c'est entièrement. Parce que là, on est en entre-deux. Vous avez 4-5 jours. Imaginez que vous partez, vous perdez un jour si vous prenez l'avion ou si vous allez loin. Non. Oh, pour Marrakech et Dubaï, ça n'a pas posé de soucis. Non, je pense que, comme l'a dit Olivier, en Allemagne... Non, mais j'ai Instagram, vous savez. Non, mais en Allemagne, ça fait ses preuves. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Puis Olivier soulève un argument, c'est la qualité, notre outil de travail, c'est la qualité des terrains. Ah oui, clairement, oui. La qualité des terrains est déplorable depuis des années. Donc, si on peut, on joue souvent en janvier, décembre, janvier, et on fracasse les terrains pour tout le reste de l'année. On est obligé de racheter le club est obligé à chaque fois de refaire les pelouses, les trucs. Ça tient pas. Est-ce que ça serait pas mieux de jouer un peu plus l'été où il fait bon, les gens sont là, plutôt que l'hiver. C'est pas Raphaël a montré le calendrier de l'OM en janvier. Il y a quoi? Il y a 7 matchs en janvier. C'est hallucinant quand même. Hallucinant. Oui, on s'ennuie tellement en janvier que ça nous fait une petite distraction. Excusez-moi, attendez. Bah oui, sinon qu'est-ce qu'on ferait? Tout est fermé. Bon. L'échec du jour. Le soutien du jour. Ah bon? Oui. Où est-ce qu'il est? Après la proposition du jour. Pas du tout. Si, elle a je l'ai pas. Le soutien du jour à Stéphane Guy. Ah mais si, mais bien sûr. Licencié le 24 décembre dernier par Canal+. Regardez, une soixantaine de salariés de la rédaction des sports de Canal+ s'est réunie sur le parvis situé sur les locaux de la chaîne à Boulogne-Billancourt. Afin de rester anonyme, ils portaient tous en silence un masque à l'effigie de Stéphane Guy. Sachez que Stéphane Guy a réagi il y a quelques instants via un communiqué. Il entend contester son licenciement de Canal+. Il indique qu'il va contester donc cette mesure tant elle porte atteinte de façon flagrante à cette liberté fondamentale qu'est la liberté d'expression. Il va se battre. Mais il a raison. Bah oui, il a raison. Il a raison. Moi, j'ai été très touché par son éviction, pas parce qu'il vient du même département que moi, l'Orne, mais voilà, je trouve que c'est être viré encore une fois au XXIe siècle pour avoir balancé cette phrase amicale et cette pensée à un camarade évincé. Je trouve ça tellement dur, tellement violent, tellement injuste. Et contrairement à ce que j'ai pu lire, il a par cette phrase de ce soutien pas porté atteinte
à Canal+, à cette maison historique. Alors, je ne vais pas parler de l'esprit de Canal, mais... Qu'il a soutenu pendant 23 ans. Voilà, Plus que soutenu. Stéphane Guy, c'était Canal+ à la vie, à la mort, quoi. Tout le temps, même Canal dans la tempête, il a continué à soutenir cette maison. Et franchement, moi, j'aime bien les commentaires de Stéphane Guy. Ah oui. Et ils me manqueront si Canal+ redevient le diffuseur numéro 1 de la Ligue 1, très franchement. Et à noter qu'il y a une formidable mobilisation pour soutenir Stéphane Guy sur les réseaux sociaux, même s'il faut rectifier le dernier tweet de Pierre-Étienne Minonzio, le journaliste de l'équipe, qui avait fait ce tweet dès le début de la manifestation aujourd'hui, avec seulement 5-6 personnes pour manifester. Donc beaucoup ont dit c'est courageux, mais ils sont logiquement peu nombreux. C'est faux, on a montré les images, il y avait une soixantaine de personnes. Voilà, c'est quand même beaucoup plus. Il faut qu'il change de manteau pour que ce soit pas reconnaissable. Ce qui est incroyable, voilà, c'est alors le visage masqué, parce qu'il y a la peur, quoi. Il y a une peur. C'est quand même terrible, quoi. C'est quand même terrible. On va passer au projet du jour. Pour les clubs de Montpellier et Strasbourg. Alors tout d'abord, concernant Montpellier, le MHSC a officialisé la construction d'un nouveau stade qui sera livré fin 2024 pour les 50 ans du club, qui sera appelé Stade Louis Nicolin. C'est un projet 100% privé, ce sera une enceinte de 25 000 places. Pour Strasbourg, eh bien, le cabinet anglais Populos, qui a notamment réalisé le nouveau Wembley, où le Groupama Stadium a été choisi pour rénover et agrandir le stade de la Méno. C'est un chantier qui total un coût à 100 millions d'euros. La Méno va passer de 26 000 à 32 000 places et les travaux débuteront en juin 2022 et s'achèveront en juin 2025. Et il y a Nîmes aussi qui veut avancer sur la construction de son stade. Mais tant mieux d'avoir des beaux stades en Ligue 1. Voilà, pour l'Euro. Exactement, oui, vous regardez. L'échec du jour. Pour Liverpool qui s'incline à Southampton pour le compte de la 17e journée de Première Ligue. Regardez l'ouverture du score dès la 2e minute. Le but de Danny Higgs pour cette équipe de Southampton. 1-0 donc, ça sera l'unique but de la partie. Un moment où peut-être il y avait une main, une frappe repoussée par Stephens de la jambe ou de la main. C'était la frappe de Sadio Mané. On va y revenir dans quelques instants. Juste pour vous dire que c'est le 3e match de suite sans victoire pour les Reds, co-leader du championnat avec Manchester United. Les larmes de joie de l'entraîneur de Southampton qui a battu donc le champion d'Angleterre. Liverpool donc, et Jürgen Klopp qui se cherchait des excuses sur ces histoires de pénalty juste après la rencontre. Écoutez-le. J'ai entendu que Manchester United a plus de pénalty en 2 ans que moi en 5 ans et demi. Je ne sais pas si c'est ma faute ou comment cela peut arriver. Mais cela n'est pas une excuse sur notre performance de ce soir. C'est rare d'entendre Jürgen Klopp se trouver des excuses quand même. Ah, il a dit que c'est pas une excuse. Oui, c'est pas une excuse, mais enfin bon, il en parle quand même, vous voyez ce que je veux dire? Non, après il essaye peut-être de dédramatiser, de ne pas mettre trop de pression sur ces joueurs qui traversent une période difficile. Après, quand on voit la composition ou au moins les gens qui entrent en jeu, son infirmerie est pleine. Il avait Jota, le Portugais, qui à chaque fois qu'il entrait en jeu marqué, il est blessé. Là, c'est Shaqiri qui n'a pas mis les pieds sur un terrain des Reds depuis l'éternité. Qui était là, ouais, c'est une période très délicate, mais Liverpool reste leader. La défiance du jour. Pour remplacer Frank Lampard, en tout cas, des problèmes peut-être. On réfléchit du côté des dirigeants pour le remplacer sur le banc de Chelsea. The Independent explique que donc ces dirigeants sont prêts à lui accorder un peu plus de temps, mais ils auraient déjà dressé une shortlist pour le remplacer. On y retrouve Thomas Tuchel, Massimiliano Allegri, Brendan Rodgers, l'entraîneur de Leicester, l'Autrichien Ralph Hasenhüttl, l'entraîneur de Southampton qu'on a vu en larmes il y a quelques instants. Et puis d'autres médias évoquent le nom d'Andrei Shevchenko, l'actuel sélectionneur de l'Ukraine et qui a déjà joué à Chelsea. Vous savez ce qui me chagrine? On n'a pas mis le roman dans la shortlist. Il est au Qatar maintenant. Ben, je sais, mais enfin voilà, tout se perd. Moi, ça me gêne de voir une shortlist sans Laurent Blanc. Je trouve que voilà, on fait mal notre travail. Je vous dis. Non, mais enfin, c'est quand même. Si on met là, c'est plus une shortlist, c'est une longue liste, quoi. Oui. Bon. Non, mais c'est vrai que ça me perturbe. Ah, ça vous perturbe. Ah bah oui, parce que j'ai plus l'habitude. Ça fait 4 ans. Laurent Blanc au Qatar. Vous pensez que c'était un leurre? Non. Je pense que c'était, je vais pas dire un tremplin, mais c'est une. Le tremplin, le mot est mal choisi, mais c'est une manière de passer le temps avant autre chose, certainement. D'accord. Ça aurait été très bien pour Chelsea. Enfin bref. La une du jour. Du journal espagnol AS avec Zidane. Regardez, qui fête sa 5e année au Real Madrid. Il était arrivé en janvier 2016. Il venait de valider son diplôme et faisait ses gammes avec la Castilla quand Florentino Pérez l'avait appelé à l'époque en janvier 2016 à la rescousse pour remplacer Raphaël Benítez.
Benitez. Le danger du jour. Pour Valence en Liga, proche de la zone rouge, qui a fait match nul, un but partout contre Cadix. L'ouverture du score pour Cadix a signé, regardez, à la 58e minute de Lozano, le geste acrobatique de la part du joueur de Cadix. 1-0 pour cette équipe de Cadix. Et l'égalisation de Maxi Gomez à la 79e minute. Et Valence est 17e de Liga à égalité de points avec Elche qui occupe la première place des relégables, 18e donc. À égalité de points, ça va très mal pour cette équipe de Valence. Oui, et Valence qu'on retrouvera dès jeudi à 21h sur la chaîne d'équipe en Coupe d'Espagne, bien sûr, et puis il y aura toutes les autres équipes espagnoles. Demain, l'Atlético de Madrid, demain. Exactement, Raphaël, vous faites bien de le rappeler. Dans un instant, nous parlons du Paris Saint-Germain. Première conférence de presse de Mauricio Pochettino qui veut jouer avec du style cette saison, avec le Paris Saint-Germain et un qui a du style tout de suite. C'est Pierre-Antoine Damecourt, la petite lucarne. Quelle transition. Ah non, vous n'avez pas de style. En fait. J'ai pas de style. Pas style, mais enfin c'est classique. Enfin, c'est un style de boulot, quoi. Bon, écoutez, style de boulot. En tout cas, bravo Estelle pour vos scores hier exceptionnels. Ce sont nos scores. 7 millions de Français devant l'équipe d'Estelle et 54% des hommes fans des cravates de Raphaël Sebaoun. C'est pas mal. Pas de cravate aujourd'hui. Quel dommage. Heureusement, il n'y avait plus la colle roulée de Ludo, donc on devrait bien fonctionner. Dans un instant, la première Ligue 1 Conf de 2021. Et on est aussi allé dans la rue voir si les Parisiens connaissaient Mauricio Pochettino. Vous allez voir, mais en attendant, petit tour des terrains, histoire de se mettre en jambes. C'est parti, direction la Thaïlande. Allez, on y va. Avec un but digne du dessin animé Olivier Tom, vous allez voir. Paf. Oh ouais. Ouais, bon. Sympa. Dans le championnat d'Oman, on a vu le gardien qui nous a donné un peu la définition de la passoire, quoi. Oh, putain, ouais, terrible. Au Japon, on a vu le pénalty avec la course d'élan la plus longue du monde. Oula. Allez, on va y aller, monsieur. Petit pas. Tu vois, bon, on reviendra, hein, parce que là, il y a un petit pénalty, là, on est où dans cette histoire? Ça avance. Oh, bon, allez, on repassera tout à l'heure. Pendant ce temps-là, Tanguy Ndombele s'est fait humilier à l'entraînement, ouais. Alors, ce pénaltoche, on en est où? Oui. Ah ouais, bon, quand même, et puis ça marque en plus, donc on est content. Au Canada, on a vu une nouvelle façon de s'entraîner au hockey. Et oui, si vous êtes confiné, bah voilà. Bon, faut quand même avoir le tapis, je sais pas ce que c'est ce tapis d'ailleurs, mais en tout cas, il faut l'avoir chez soi. C'est pas évident. C'est incroyable. Ouais, là, ils l'ont envoyé, ouais. Après, ils ont envoyé une grand-mère, mais bon. Et voilà, la preuve que la motocross et la neige, c'est un peu galère à faire ensemble. Attention, non, Bah non. oui, Oui, ouais, faut ça pas fait être mal. bien malin quand même. Non, faut pas être bien malin, mais bon, il faut bien s'occuper. Les remontées mécaniques sont fermées. Alors, exceptionnellement, Covid oblige, on commence pas par de la Coupe de France. Mais non. Cette année Bah non, il y en a 2021. Ouais, il n'y en a pas. Donc on commence par quoi? Par de la Ligue 1, et du coup on est content parce qu'il y a les confs qui sont de retour. On a fait le tour et il y a un petit nouveau évidemment. Allez, c'est parti, c'est la Ligue 1 conf. Problème de micro encore, on dirait, non? On n'a pas d'argent. Bordeaux est mauvais. J'en ai connu, je m'en bats les couilles, mais grave. Je ne me fâcherai jamais. C'est des artistes. Et puis voilà, qui dit début d'année dit évidemment présentation des vœux à tout le monde. Alors il faut tous le faire, allez-y, on y va. On a tous, hein. Ouais, vœux classiques. Espérons qu'elle soit meilleure que la précédente, on serait bien. Il a fait un soin de lui. La santé et le bonheur. Et des victoires. Et des victoires, merci. Bonne année. La santé en priorité. Voilà, des vœux classiques, sauf pour AVB qui a décidé de bien nominer le moral pour ce début d'année. Santé pour tout le monde. Et on va voir malheureusement ce qui se passe en Angleterre, ça n'arrive pas en Europe aussi. Parce que les chiffres là sont terribles. Et normalement, ça arrive en d'autres semaines. Eh ben merci André, c'est parti, super. On va voir qu'est-ce qui se va passer. Allez. Du côté de Lyon, un journaliste s'est lancé un challenge pour sa première question de l'année, exercice d'élocution. Leader du championnat, de passer de la position de chasseur à chasser, ça change quelque chose. Oula. Chasseur, ça change. Chasser. Oui, c'est exactement ça. Ah ouais. Allez, direction Bordeaux, où apparemment ils font trop de courant d'air anti-Covid. Il a froid Jean-Louis. On n'a plus de moyens. Ah ouais, il va rester comme ça en moto. Et alors, direction Nantes, où Raymond n'a pas encore repris tous les réflexes. Il n'avait pas mis son téléphone en mode avion. Raymond. Ah. Oh. Ah, c'est ma sonnerie. Ouais, c'est là. Mais qui peut bien lui écrire en pleine conf? C'est pas possible. Et voilà.
Ah, du coup, Raymond, il répond en pleine conf. Et arrête de m'écrire, voilà, super. Et puis attention, un journaliste a posé la question qu'il ne fallait pas poser à Raymond. La question, il peut partir en solo pendant 2 heures. Oh non, oh non. C'est parti, il va nous emmener Raymond. Bon voyage à tous. Je suis un converti, un vrai converti. J'ai une maison en Bretagne depuis quelques années. Voilà. Nous avons une maison en Bretagne, c'est vieux, hein. Et je dis un jour je reviendrai. Quand j'étais en équipe de France Espoir, on allait faire des stages à Saint-Marie. Chaque fois que j'arrivais, on passait 8 semaines, il faisait un temps exceptionnel. J'ai fait la côte, hein. J'ai fait tout le long. J'aurais pu m'arrêter n'importe où. Si vous me voyez apaisé, je crois que je le dois aussi à ce que j'ai vécu ici en Bretagne. Et ce que j'ai trouvé en plus, c'est le respect des gens. Il y a une forme de respect de la personne. Il va pas nous parler de lui devant l'océan. Je me pose, je peux passer comme ça 1 heure tranquille au bord de la mer. C'est un moment où je me ressource tranquillement. Et c'est vrai que la Bretagne représente ça pour moi. Ah, merci Raymond. Bon, au moins c'est fait, les journalistes savent qu'on ne demande pas à Raymond ce qu'il pense de la Bretagne. Alors l'événement évidemment de cette Ligue 1 en 2021, c'est l'arrivée de Mauricio Pochettino. Alors on a voulu savoir si les Parisiens connaissaient le visage de Mauricio Pochettino. On dit Pochettino ou Pochettino, on peut dire les deux, je crois. On peut dire les deux, oui. Et Béric Pierre-Louis et Tom Gunn sont allés dans le marché de Saint-Cloud, à 2 pas du Parc des Princes. Tendre un micro, c'est parti, regardez, on va voir. Alors au début, c'était pas gagné. Non. Pas du tout. Ah non. Rien du tout. Rien du tout. Je connais sa tête, mais... Et basta così. Ah. Et on a eu un ascenseur émotionnel, Estelle. Oui. Je sais plus. Bon. Et on a croisé Raymond Domenech. Il était pas à Nantes. J'ai déjà vu, mais je sais pas qui c'est. Ouais. Bon, heureusement, on est allé voir un vrai fan de foot. Vous avez pas de peau parce que moi le foot, j'y connais rien du tout. Ah bah non, ah ouais. C'est un homme politique, sûrement, non? Un homme politique? Non. Rugbyman. Ah, une autre proposition peut-être, Mauricio. Bon, il est cadre informatique. Un présentateur télé. Oh, il a une bonne tête à faire de la télé. Le journal. Oh, il a une tête à faire la 2 ou la 3 celui-là. Et puis on a croisé quelqu'un qui a dû confondre la personne, c'est pas possible. Il est avec moi à la prison. C'est l'île 49. On a fait les 1000 coups avec lui. Ah d'accord, ouais. Non, il a dû confondre. Et puis une jeune femme connaissait le coach, mais le nom c'était un peu plus galère, quoi. Oui, c'est l'entraîneur du PSG. Allez, ouais, le nom. Poquinetto, non, ça passe par un M, ça, son c'est un prénom, Pokémon. Maurice, c'est quelque chose. Non, pas Michel. Non, Miguel. non. Maurice. Ouais, bon, allez, on reviendra. Et puis on est allé voir, évidemment, Ah, c'est Pochettino. un fan. Ça fait plaisir de le revoir au PSG, c'est un grand entraîneur. Il est mieux que Tourelle. J'espère qu'on va gagner la Ligue des Champions. Allez PSG. Vive le PSG. Vive le Parc des Princes. Ouais. Allez, on en est où, mademoiselle? Qu'est-ce que c'est? C'est Poquinetto, on est d'accord. Mauricio, c'est ça. Mauricio, Pokémon. Poquinetto, Poquinetto. Oh, c'est un massacre, je suis désolée. Allez, et puis on est retourné voir notre spécialiste hein, pour finir, et il s'est amélioré un petit peu. Entraîneur du PSG. C'est le nouveau. Ouais. Ah, parce que je sais que ça a changé il y a pas longtemps en plus. Et ben voilà, j'ai trouvé. Comment il s'appelle le nouvel entraîneur du PSG? Ah bah c'est de la triche. Mais bon, il a mal entendu, je crois. Comment t'as dit? Pépino? Pochettino. Ah bah voilà. Eh ben voilà. Merci aux habitants du 16e arrondissement de Paris. Et la Ligue 1 qui reprend donc demain. Et beaucoup se demandent où regarder la Ligue 1 en 2021. Parce qu'on s'est quitté, Mediapro c'était fini. Et finalement c'est pas vraiment fini, ça continue. Heureusement, il y a la hotline de la Ligue pour vous aider dans vos démarches. LFP Hotline, bonjour. Oui, bonjour. Je voulais savoir là, parce que je viens de me désabonner de Téléfoot là, ils m'ont tout coupé. Je voulais savoir où est-ce que je pouvais regarder la Ligue 1 en 2021. Pour l'instant, c'est encore sur Téléfoot. Non mais c'est pas possible. Ils disent partout que c'est fini Téléfoot. Alors oui, c'est fini, mais c'est pas fini. Bon, bah alors je fais comment moi? Je me réabonne pour la fin de la saison? Non, juste pour la fin du mois, parce qu'après Téléfoot c'est fini par contre. Faudrait savoir là, j'en peux plus de vos magouilles. Vivement la Coupe de la Ligue, au moins ça c'est gratuit. Oui. Hein, c'est gratuit mais c'est fini, la Coupe de la Ligue. Hein, allô. Ah, décidément c'est compliqué pour notre Monsieur Poisse. Et on se quitte avec un penalty qui coûte cher.
Eh voilà, c'est une caméra en moins. Ah, dommage. Juste, je tiens à signaler, parce que tout à l'heure vous avez montré une capture d'écran d'un téléphone portable. Ce n'est pas mon numéro, parce que les gens harcèlent Béric. Et en fait, c'est le numéro de Béric, alors, pas le mien. continuez à appeler Béric Pierre-Louis. Il est célibataire en ce moment. Ça l'arrangerait. Voilà, merci. 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 Pierre-Antoine, allez, on va revenir sur il reçoit des appels de l'hôpital. Écoutez, je ne sais pas si c'est des supporters de Nantes, mais en tout cas, il reçoit beaucoup d'appels. Donc ce n'est pas mon numéro, c'est celui de Béric. Bon, on va revenir sur le Paris Saint-Germain avec la première du jour, c'est celle de Mauricio Pochettino. Première conférence de presse pour le nouvel entraîneur du PSG. Les objectifs, la nouvelle façon de jouer du Paris Saint-Germain. Il s'est confié sur tous les sujets, morceau choisi. C'est incroyable, c'est un rêve qui se réalise, d'avoir joué dans ce club et de pouvoir revenir 20 ans après comme entraîneur dans cette maison. Je sais très bien ce que représente le Paris Saint-Germain. Je sais quelle classe de joueurs nous avons dans ce club. J'ai déjà travaillé avec de grands footballeurs dans le passé. Et c'est un énorme défi d'être ici à Paris avec une équipe au potentiel si fort et avec de tels objectifs. Marquinhos est le capitaine de l'équipe aujourd'hui et il restera capitaine sans aucun doute. Quand Neymar pourra revenir avec le groupe, nous chercherons la meilleure position pour qu'il puisse développer son meilleur football. Je n'aime pas parler de système. Le système est un point de départ, mais n'a pas de vie propre. Je préfère parler d'animation, d'organisation et de la façon de jouer avec et sans ballon. C'est clair que nous allons proposer aux joueurs, les écouter aussi, pour pouvoir créer un système dans lequel Neymar, mais aussi tous les joueurs, puissent se sentir le mieux possible. C'est long. Non, ok, je vais essayer. Nous essayons de nous adapter à un nouveau club avec des réunions, des entraînements et de préparer le match de demain. Le principal objectif est de gagner. Nous aurons le temps de parler de Messi plus tard, mais bien sûr, n'importe quel grand joueur est le bienvenu au PSG. Un grand joueur comme Kylian peut jouer à différentes positions. Mais le plus important, c'est comment il va se sentir sur le terrain, comment il va attaquer l'espace, comment nous allons exploiter ses qualités, comme Neymar et les autres joueurs. Ce que nous allons faire, c'est de le mettre dans la meilleure position pour exploiter son potentiel. En français, c'est difficile. En italien, c'est Pochettino. Mais en Argentine, on dit Pochettino. Les deux me vont bien. Parfait. Tu comprends quand tu parles. Ok, c'est bien. Voilà la première conférence de presse de Mauricio Pochettino. Avez-vous été séduit justement par le coach du Paris Saint-Germain? Je ne sais pas quoi en penser pour Benoît Trémoulinas. Mais enfin Guillaume, je vous l'ai dit là. Bah, dites-moi, n'écrivez pas. Je fais une émission par an, j'ai perdu les... Mais bah dites-moi. Oui. Oui, d'accord. Pas aujourd'hui. Plus hier. Plus hier, c'était mieux. Bon, ok. C'est un oui pour Raphaël Sebaoun. Plus par les vidéos de l'entraînement, Ludovic Obraniak, et pas grand-chose à garder. Bon, comment ça, pas grand-chose à garder? Il a envie d'écouter les joueurs, de jouer différemment, avec et sans ballon, tout ça. Bon, bah. Ouais. Oui, bon. Il n'y a pas eu énormément de punchline. Après, je lui en veux pas. Première conférence de presse, on s'attend pas vraiment à autre chose. Là, on voit qu'il a bien appris sa leçon, il a été tout en rondeur. Et en distanciel de plus. Et en distanciel, donc il a tout bien fait. Après, il y a quand même, malgré tout, quelques petites choses à retenir, notamment le fait que Marquinhos restera capitaine. C'est quand même une bonne indication. A priori, oui. Ça aurait paru bizarre d'arriver comme ça, de lui enlever le capitanat. C'est difficile, un joueur, un historique comme ça, de lui enlever le capitanat dès le premier jour.
L'autre chose qui m'a fait tiquer, c'est toujours concernant Marquinhos, c'est qu'il n'a pas dit qu'il le mettrait défenseur central. Voilà, on est tombé sur Thomas Tuchel pendant des semaines parce qu'il l'utilisait au milieu de terrain. Pochettino n'a pas été très clair non plus. Ça, ce serait énorme. Alors là-dessus, ouais, ce serait énorme. Après, dans sa conférence de presse, il dit quand même que les joueurs qui joueront à leur meilleur poste. Clairement, ils disent tout ça. Ouais, non, mais pour Thomas Tuchel, le meilleur poste de Marquinhos, c'était Sentinelle. Ouais, donc je suis pas certain que pour Pochettino, ce serait de voir Danilo en défense centrale. Tuchel est un génie. Ah bah bien sûr. Et là, si tu mets Danilo en défense centrale et que tu me remets Marquinhos en numéro 6, là... Tu ne viens plus? Ah non, je viens plus. Non, mais on rirait quand même. Ah oui. Oui. C'est déjà ça. Je suis persuadé qu'il laissera Marquinhos... en défense centrale. Hein. Après, voilà, c'était une conférence un petit peu bateau, on n'a pas appris grand-chose. Voilà, on a essayé de lui poser pas mal de questions sur Ramos, sur Messi et tout. Et il a répondu par des choses assez classiques. Quoi. Mais est-ce qu'on n'avait pas été plus séduit, si on se souvient, par la première conférence d'Emery, vous vous souvenez, les bouteilles d'eau, Sayou, etc. Et même par Tourelle qui était arrivé, grand sourire, on était tous là en disant waouh, c'est génial. Enfin, les journalistes qui interviewaient les deux entraîneurs que vous venez de citer étaient sur place, au parc ou au camp des loges. Il y avait de l'échange, on pouvait voir de très près les réactions, les yeux, le visage, les sourires, les mimiques. Là, on est loin, vous voyez, par Zoom, ça casse un peu le charme de la chose. Peut-être que Pochettino aurait vu d'anciens journalistes qu'il a croisés sur le terrain quand il était joueur, il aurait peut-être eu quelques échanges. Enfin, voilà, c'est un peu dur de le juger sur une première comme ça. Après, bon, voilà, moi je suis plutôt impatient de voir à quoi va ressembler le Paris Saint-Germain à Saint-Etienne, la composition de l'équipe, la manière dont l'équipe va jouer, va se comporter à la perte du ballon, dans la construction offensive. Alors, on ne va pas le juger tout de suite, mais très rapidement, souvent quand un entraîneur arrive, on voit 2-3 petits trucs quand même. Là, on verra peut-être 2-3 petits trucs, mais enfin, c'est quand même pas l'équipe type. Hein, Raphaël. Oui, alors juste rappeler qu'il y a quand même beaucoup d'indisponibles pour le premier match de ce mois de janvier. Mais Tourelle a eu pareil. Hein. Oui, Tourelle a eu pareil, mais ça c'était en début de saison 2020. Tourelle a été jugé avec l'infirmerie pleine aussi. Hein. Là, regardez, Icardi, adducteur, Kurzawa, Danilo, Kimpembe, Neymar, c'est officiel, est touché à la cheville, il sera pas là, Paredes, Florenzi, Rafinha touché par le Covid-19, et puis un absent de longue date, c'est toujours Bernat qui est touché à son genou. Alors à quoi peut ressembler ce 11 de départ, ce premier 11 de Pochettino avec le Paris Saint-Germain? Il y a peut-être cette possibilité, ce qui se murmure, c'est ce 4-2-3-1, enfin 4-2-3-1 avec un Verratti qui pourrait débuter en position numéro 10. Ce serait la grande nouveauté de ce Paris Saint-Germain version Pochettino, un peu plus haut, exactement. Benoît serait content. Voilà. Et ça vous séduirait ça, Ludovic? Exactement. Pourquoi pas? Après, je crois pas que ça soit viable dans le temps. Neymar, à mon avis, occupera ce poste-là. Mais pourquoi pas? Il veut de la créativité. Et moi, ce que j'ai retenu de la conférence de presse, c'est qu'il veut jouer avec... il faut gagner, mais avec la manière, avec style, il a dit. Donc, si tu veux gagner avec style, il faut quand même des créateurs dans ton équipe. À l'inverse de Thomas Tuchel qui nous a mis à chaque fois 3 milieux à vocation défensive, j'ai l'impression que lui va nous mettre un petit peu plus de... Il va nous mettre un petit peu plus. L'an dernier, on a été séduit, il a joué en 4-4-2 pendant je sais pas combien de mois. Mais enfin, il a changé après en Ligue des Champions. Ouais, mais il a changé. Ah bah oui, mais bon. Tu joues avec Gay, Herrera et je ne sais plus qui. Donc si tu veux, il y a eu Rafinha qui était là depuis un moment. Mais il a le Covid. Et qui non mais je ne parle pas de maintenant, je vous parle de la fin de Tourelle. Rafinha, il est arrivé titulaire sur le tard, alors que dès son arrivée, il a montré, même pas prêt, il avait déjà un impact, non mais arrêtez sur le jeu qui était beaucoup plus... Il a aussi des circonstances atténuantes. Les circonstances atténuantes de quoi, Guillaume? Tu es au Paris Saint-Germain, à un moment donné, tu vas pouvoir composer avec un groupe qui est... T'es un groupe le plus élargi, avec l'effectif le plus fourni. C'est-à-dire que là, Pochettino se plante à Saint-Etienne mercredi. Danilo, tu es obligé de le mettre en défense centrale. Pochettino se plante mercredi à Saint-Etienne, avec plein de circonstances atténuantes aussi, avec plein de blessés. Tu fais quoi? Tu lui tombes dessus? Je ne vais pas lui tomber dessus, parce que Thomas Tuchel, moi je ne suis pas tombé dessus. Moi j'ai été plutôt, et c'est pour ça que j'ai été plutôt critique avec lui sur la fin, c'est parce que j'ai été assez émerveillé sur les 6 premiers mois qu'il a fait. Moi j'ai vu un Paris Saint-Germain hyper séduisant sur ces 6 premiers mois, et c'est pour ça que j'ai été plus dur avec lui par la suite, parce que je m'attendais vraiment à ce que ça continue dans le temps, à voir ce PSG qui lâchait rien, qui voulait finir les matchs, qui était tout le temps en 90 minutes dedans. Là, j'ai vu quelques entraînements, il y a quelques séquences qui ont filtré un peu,
j'aime bien l'intensité qui est mise. Pochettino qui est au milieu, qui harangue les mecs, je veux de l'intensité, je vois que les taureaux là, c'est... Mais c'est pas à vous que... C'est un nouvel entraîneur. Je sais pas. Ludo, quand le nouvel entraîneur arrivait, le premier entraînement, tu te cachais pas. Benoît, Guillaume, ça dépend. Il y a des mecs avec qui tu sais que tu peux le faire et d'autres. Oui, mais enfin là, non mais attendez, c'est comme quand vous êtes à l'école, quand il y a une nouvelle maîtresse ou machin, vous arrivez à la rentrée avec vos plus beaux habits, votre nouvelle trousse, machin. Il y a des hommes qui transigent pas avec le respect du haut niveau. Peut-être que Pochettino, ça a l'air d'être certes un garçon assez prudent, assez timide devant la presse, mais je pense que devant son groupe et tout, c'est un mec qui a du caractère. Vous croyez que Tourelle n'en avait pas ? Tourelle aussi, mais je suis pas certain, moi. Je suis pas certain. Moi, je pense que Tourelle s'est fait bouffer littéralement par le vestiaire. On verra ce que ça donne. Ce qui est arrivé à Emery, ce qui est arrivé à Blanc, ce qui est arrivé à Ancelotti. Bon, ça fait quand même beaucoup quand même. Oui, Benoît, vous voulez rajouter quelque chose ? Non, mais c'est vrai que c'est un entraîneur qui est considéré avec beaucoup de poigne. Donc on verra s'il tiendra. Parce que voilà, comme vous l'avez dit, Emery n'a pas réussi, Tuchel pareil. On verra s'il a le caractère pour tenir. Mais pour moi, le plus gros chantier de cette équipe-là, par rapport à cette philosophie de jeu, c'est de savoir si Mbappé et Neymar vont adhérer. Parce que comme il l'a dit haut et fort, à la perte du ballon, il veut un pressing assez agressif pour récupérer le ballon assez haut, ce qu'il faisait avec Tottenham. Mais on sait très bien que Neymar et Mbappé ne sont pas Neymar avait fait, mais Tourelle avait dit que pas les premiers défenseurs. Donc, je pense que ça va être un peu son chantier à lui. S'il arrive à faire entendre à ces deux joueurs que c'est sa philosophie de jeu et qu'il faut passer par là. Trèche, tu peux faire adhérer des mecs qui sont résolument offensifs, qui rechignent à défendre, si tu dis on va récupérer le ballon très haut. On va essayer de récupérer le ballon et ça va vous éviter de faire des courses de 70 mètres. Bien sûr, c'est le pour système de Tourelle ces derniers mois, c'était bloc bas et faire des courses et venez chercher le ballon à 60 mètres du but adverse et venez défendre, venez filer un coup de main. Bien sûr, c'est pour ça que ça va être pas sur les qualités des joueurs. C'est pour ça que ça va être pour moi le chantier de Pochettino. Et s'il y arrive, attention, ça peut faire mal. Juste Olivier Bossard, on entend ici et là depuis l'arrivée de Pochettino, bon, si jamais le Paris Saint-Germain perd contre Barcelone, c'est pas très grave, c'est un nouvel entraîneur, on va lui laisser du temps. Vous y croyez pas ? Ah non, pas du tout. Là, ce serait une vraie erreur professionnelle pour le PSG de perdre. Alors ça reste le Barça évidemment, mais là c'est plus le Barça des années Guardiola. On en est très très loin. Il y a des difficultés énormes et le PSG est largement au-dessus de ça. En tout cas, le 4-2-3-1 qui est annoncé demain soir, c'est du typique Pochettino. Il jouait déjà comme ça à Tottenham avec un numéro 10, Eriksen. Là c'est Verratti, on va voir ce que Verratti vaut en numéro 10. Moi je le préfère quand il a le jeu devant lui, mais c'est à voir. Attention parce que il est évidemment attaché à ce 4-2-3-1. J'ai regardé sur un site hier, à Tottenham il a dirigé 293 matchs et parfois, contre les très très gros, il a aussi cédé, il a joué à 3 derrière, à 5 derrière, en 4-3-3. Donc il est qu'il puisse changer aussi. On ne sera pas surpris. Les supporters, ils ont été conquis ou pas par Pochettino ? Franchement ravis. Alors non pas par la fête en conférence de presse, c'était pas ça, mais par en effet les infos qu'il faut retenir. Alors Marquinhos, capitaine, qui continue donc d'être le leader du PSG, ça a plu sur les réseaux sociaux, ça a été noté, ça fait partie des sujets du Paris Saint-Germain qui ont été le plus relevés. Et puis cette trouvaille, en effet, la réaction de Pochettino, très surpris d'apprendre en conférence de presse que sa tactique de mettre Verratti demain en numéro 10 a fuité. Oui, il a souri en apprenant ça, il s'est posé la question comment ça avait pu fuiter si vite déjà du vestiaire du Paris Saint-Germain. Mais du coup, du côté des supporters, en effet, ils se sont déjà amusés à créer la compo, à mettre Verratti en numéro 10. Ils se disent que finalement, en créatif, eh bien, derrière Neymar, c'est celui qu'il faut placer si haut, même si d'autres rappellent à Pochettino que voir Verratti dans la surface adverse, ça ne donnera pas de tir au but, mais simplement des passes à 2 mètres. Donc voilà, beaucoup ont souri de ça, de ce positionnement un peu nouveau de Marco Verratti. Lui n'a pas souri, n'a pas réagi, Marco Verratti, parce qu'il est encore en plein, voilà, il a des cœurs plein les yeux. Estelle, vous qui êtes sur Instagram, je sais que vous avez noté ça. Il était à Marrakech pour Noël. Il a demandé Jessica Eddy en mariage, bien sûr, avec de magnifiques photos sur les réseaux qui ont cumulé des centaines de milliers de vues et de commentaires. Voilà, on les félicite. Et ce bisou, il est quand même magique. Verratti. On a fait pour arriver de la première conférence de presse de Pochettino à ça. C'est ce qu'on a retenu. Il y a un chemin. C'est ce qu'on a retenu. Attention aux adducteurs. Eh oui, c'est l'hiver. Mais que ça lui a permis de se réchauffer, justement. Eh bien, écoutez, c'est super. Merci beaucoup, Thibaut, pour cette fine analyse de la première conférence de presse de Mauricio Pochettino. Alors justement, on va voir si vous connaissez bien Pochettino et ou en tout cas les joueurs qui ont évolué avec lui en club ou en sélection. Voici le Fight Club. Un Fight Club en plus. Vous connaissez le principe, pour jouer au Fight Club, il faut une ambiance Fight Club. Et nous cherchons un joueur retraité qui a donc joué avec Mauricio Pochettino. Bordeaux.
Arsenal. West Ham. Crystal Palace. Chamac. Marwan Chamakh qui a joué avec Pochettino à Bordeaux en 2003. Bravo Thibaut, et c'est un premier point. Donc pour la team des Irians. Bravo Thibaut. Je sais pas comment s'appelle les teams. Pas encore. C'est Guillaume. Team Guillaume et Team Ludo. Ok. Responsabilité. Et bien justement, les deux capitaines, Guillaume contre Ludovic. Vous êtes prêts? Nous cherchons un joueur retraité, c'est parti. Racing Club de Lens. FC Barcelone. Paris Saint-Germain. DU. Frédéric Déhu, qui a joué au PSG avec Pochettino de 2001 à 2003. Oh là 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 là, la team Guillaume qui prend le large. Lens Barcelone. 2-0, bah oui, Lens Barcelone déjà. Oui. C'était quand Ne même. déçois pas, Benoît. T'es très bon, tu Eh mets la oui. pression là. Benoît, vous jouez contre Olivier. Olivier est redoutable. Attention. Près de ses sous, mais Gestion. Olivier est comme ça. Voilà. carré, c'est carré. Carré. Nous cherchons un joueur retraité. Bon, on va chercher que ça d'ailleurs. C'est parti. Nice. Marseille. Saint-Étienne. Paris Saint-Germain. Nantes. Jérôme Alonso, mais bien sûr. Là, si vous ne l'aviez pas trouvé, ça. J'espère qu'il nous regarde, Jérôme. Non, on n'a pas le droit de souffler. Jérôme Alonso, Paris Saint-Germain, 2001 à 2003. 3-0. Non mais là, tu fait laminer là, ça va pas du tout. Vous faites lyncher, Ah ouais, là. complètement. Mais c'est Famille terrible. au bar ou pas? Ils sont fermés, mais. Bah oui, Bah oui, on c'est remet ça. fermé. Hein. Oui, bah, Quand on ils seront fera ça l'année ouverts, prochaine, Guillaume. quand ils seront rouverts. Mais enfin, comme a dit André Villas-Boas, c'est pas prêt de... Le variant, etc., etc. Le quatrième duel va opposer Thibaut à Ludovic. Oui. Allez Ludo. Nous cherchons un joueur retraité. FC Barcelone. Paris Saint-Germain. Glasgow Rangers. Real Sociedad. Arteta. Mikel Arteta, oh là 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 là, mais c'est une démonstration là. Évidemment, Paris Saint-Germain 2001-2002. On a gagné là. Nous sommes à 4-0, mais vous pouvez encore gagner. Ah bon? Car il y a 9 duels. Donc, 4-0, c'est 5-4, oui. Une remontada est possible. C'est possible, je n'y crois pas trop, mais c'est possible. Guillaume, vous jouez contre Olivier. Ouais. Il est bon, Olivier, il paraît. Il est près de ses sous. Là, bon. Nous cherchons un joueur retraité. Retraité aussi. Retraité, exactement. Je suis nul à ce jeu. Bastia. Ah. Toulon. Racing Club de Paris. Marseille. Lyon. Espagnol Barcelone. Et Gazélec Ajaccio. Là. Putain. Ils ont joué à l'Espagnol ensemble. Personne de là? Non. Pascal Olmeta. Ah oui. Eh oui, en 97. Oui, ouais, ça remonte. Eh oui, Pascal Olmeta. Et toujours 4-0. Pour la team Guillaume, Benoît, vous jouez contre Raphaël. Attention, nous cherchons un joueur retraité. Bordeaux. Villarreal. Lille. Mavouba. Oh. Je dis pas toi. Il est plus près de C'est Raph. Ah bah oui, mais et j'ai l'oreillette dans l'oreille droite, mais je l'avais. Mais écoutez, il faut leur laisser un petit peu de chance. Merci, hein, on l'a dit en même Et temps. Sparta Prague, ils ont joué à Bordeaux ensemble en 2003 et ça fait 4-1. Donc pour la team Guillaume, duel numéro 7, Thibaut contre Olivier. Joueur retraité. Et puis de musique. Ça a duré trop longtemps. Ça va être moins bien. Ah, très bien. Bon là ça va aller vite, hein, je vous le dis tout de suite. Donc, bon. De toute façon, on a gagné. Attention. Grémio. Ronaldinho. Paris. Tu offres. Olivier, évidemment, Grémio, PSG, Barcelone, Milan, Flamengo, Minero, etc., etc. Ronaldinho, bien sûr, Paris Saint-Germain, 2001-2003. Ça remonte du côté de la team Ludo. Il reste 2 duels, ils peuvent égaliser. Ouais. Guillaume, vous jouez contre Raphaël. Ouais. Nous cherchons un joueur retraité. Nantes. Espagnol, Barcelone. Paris Saint-Germain. Nicolas Wedek, bonne réponse de Guillaume. Vous gagnez ce duel. On va quand même faire le dernier duel. Hein, allez, Benoît contre Ludovic. Non, c'est pas obligé. Hein. Attention. Si. Allez. Le duel des joueurs. Joueurs retraités. Lyon. Attention. Guingamp. Paris Saint-Germain.
Marseille. Les gars Al Rayyan. Lorient. Eh oui. Les gars Amiens. Non, mais c'est pas... Et Troyes. Oh là là. Allez. Il est dans le sud de la France. Fiorez, hein? Mais oui, Fabrice Fiorez. Bon, je vous donne une chance, ça avait été mauvais. Allez, attention. Ah, il y en a un autre? Non, mais on fait équipe contre équipe. Attention, voilà, on met les deux capitaines à l'écran et on fait équipe contre équipe. Donc on peut lui donner la réponse? Ah bah bien sûr. Ah oui. Attention, c'est parti. Retraité aussi? Je ne donne pas d'indice. D'accord. Argentinos Junior. Maradona. Effectivement, Boca Junior, Barcelone, Naples. Hein? Ben non, j'ai dit je ne donne pas d'indice. C'est le premier joueur décédé dans le Fight Club. On n'en avait jamais fait avant. En tout cas, c'est une victoire écrasante quand même de la team Dufy. Voilà, sur la team Aubragnac. Ludo, je vous sens un peu chafouin là. Non, mais c'est non, pas mais on sent que vous aimez la défaite, ça vous supportez bien. C'est pas mon jeu préféré. Bien sûr. Eh ben, je vous en ferai un autre la prochaine fois, Ludovic. Dans un instant. Faire un 5-5. Moi, c'est un jeu que j'adore. Le mercato. Oh là là là. Il se passe des choses. Mais en fait, honnêtement, je suis émue parce qu'il y a trop de choses. C'est absolument incroyable. Ce sera, non, on ne pourra jamais terminer, mais que j'ai un beau teint là. Bon, ce sera dans un instant. Toutes ces infos mercato. À tout de suite. Et on termine cette émission, comme à chaque fois, bien sûr, avec le mercato, le marché des transferts qui bat son plein. Voici tout de suite toutes les infos, toutes les rumeurs, le foutoir mercato. C'est parti. Et on commence, Raphaël, avec le souhait du jour. Oui, c'est une information de nos confrères de France Football. Thomas Lemar qui plaît au Bayer Leverkusen. Il est de retour en forme avec l'Atlético Madrid ces dernières semaines. Sa cote remonte en Europe et le troisième de Bundesliga cherche un joueur de côté. Voilà, et donc il pourrait, pourquoi pas, tenter le coup de Thomas Lemar. C'est une bonne idée, c'est encore un bon pari, Thomas Lemar, pour vous, Ludovic? C'est une très très bonne idée et dans les deux sens. C'est-à-dire que lui, il va travailler avec Peter Bosz, qui est un des apôtres du beau jeu, qui a notamment coaché l'Ajax, qui a été à Dortmund, même si ça s'est un peu moins bien passé, mais à Leverkusen, il fait un travail formidable. C'est très agréable de voir jouer cette équipe qui progresse constamment et qui est un vrai outsider cette saison pour le podium, voire peut-être pour le titre. Donc oui, il aura toute sa place, c'est un joueur rare, gaucher comme ça qui évolue à l'aile sur le côté, on n'en trouve plus tant que ça, donc ça serait bonne pioche pour les deux. Enfin, il a quand même disparu des radars depuis 3 ans. Hein. Il revient bien. Il joue, non enfin, tel que t'as les stats un peu plus précises. Mais il a marqué, on l'avait vu sur la chaîne. Il revient bien, il revient fort. L'Atlético Madrid est leader. S'il arrive à retourner Diego Simeone, moi je resterai au moins jusqu'à la fin de saison et ce serait une renaissance quand même assez incroyable. C'est vrai qu'il a un peu disparu de la circulation, disparu des radars de France-Pays-Bas, là où il avait été si incroyable. Et l'Atlético l'a quand même payé 70 millions d'euros pour le récupérer. Aujourd'hui, ça risque d'être un peu compliqué. Leverkusen, je ne suis pas sûr qu'ils alignent autant d'argent sur lui. Et justement, il y a beaucoup de supporters qui lui tournaient le dos. Là, depuis quelques semaines, ça a un peu changé, ça va un peu mieux. Il y a même eu des déclarations de Diego Simeone pour dire qu'avant tout ce qu'il faisait pendant les séances d'entraînement, il n'arrivait pas à le faire en match. Aujourd'hui, il gère mieux les situations en jeu, en match. Donc les supporters sont en train de lui redonner un peu de crédit aussi. Ah bon, écoutez, c'est bien pour lui. Le refus du jour. C'est nos confrères allemands de Kicker qui nous apprennent que Kingsley Coman aurait repoussé l'intérêt des deux clubs de Manchester United, Manchester et Manchester City. Il est heureux en Bavière, il ne souhaiterait pas quitter donc le club et de son côté, c'est pareil, le club allemand ne veut pas s'en séparer. Vous comprenez qu'on puisse refuser les deux Manchester, Benoît? Oui, clairement. Le Bayern écrase tout le monde en Europe, c'est la meilleure équipe du monde. Mais il a tout gagné déjà avec le Bayern. Ouais, mais il a marqué en finale de Ligue des Champions. Ouais, mais c'est ça les grands, on a encore envie de gagner. Vous pouvez gagner à City. Hein. City, c'est compliqué. Hein, mais il serait le premier à gagner à City, vous voyez. Oui, le premier, mais non. Il est très bien en Bavière, il a la confiance du coach, du club, de son directeur sportif. Je vois pas pourquoi il partirait. Je resterai, il joue le titre chaque saison, la Champions League aussi, non. Et puis il y a l'équipe de France un nouveau aussi. championnat quand même. Non, puis il y a l'équipe de France derrière. C'est vrai. Les gens qui y sont, ils y sont bien. Hein. Ils y restent le club, le stade, l'ambiance presque familiale. Franchement, la ville est top. T'es plutôt au calme quand on voit ce que. Puis tu peux même avoir des moments difficiles. Le club te soutient toujours.
Citer Ribéry, Muller qui a disparu avant de la circulation, là, qui renaît. Enfin, franchement, c'est le club rêvé pour un joueur de foot. Bon, c'est pour ça qu'il y reste d'ailleurs. Les recours du jour. Pour préparer l'après-Ramos du côté du Real Madrid, selon le Mundo Deportivo, une liste de 5 noms a déjà circulé, parmi lesquels 2 Français, le Sévillan Jules Koundé et le joueur de Leipzig Dayot Upamecano. C'est chaud quand même, la pression sur les épaules pour remplacer Sergio Ramos. Quand même, faut y aller quoi. Faut être solide, clairement. Après, Sergio Ramos, c'est un joueur qu'on n'imagine pas ailleurs qu'au Real, donc ça risque d'être un peu compliqué. Je pense qu'il va finir par signer. Là, il est en position de force. Ramos, il peut faire ce qu'il veut. À mon avis, le Real va s'aligner sur ce qu'il va demander. Après, le fait que Jules Koundé soit dans cette liste, ça confirme tout le bien qu'on pense de lui. Il réalise un début de saison, enfin une carrière en Espagne exceptionnelle. On l'attend en équipe de France. Il n'a pas un gros gabarit, mais il s'installe et il s'impose et il enchaîne les très grosses performances. Mais quoi, c'est vrai qu'on l'attend. Il y a eu Upamecano. Maintenant, on va voir Koundé, oui. Non, bien sûr. Il y a du monde quand même. Il faut des surprises. Il reste qu'un rassemblement avant la liste. Alors bon, si c'est pas là, ce sera jamais. Je ne vais pas tuer tous vos débats, non. Bon. La mise au point du jour. La mise au point de l'entraîneur du LOSC, Christophe Galtier, qui s'est exprimé aujourd'hui en conférence de presse sur le mercato des Lillois. Pas de discussion au niveau des arrivées et seul Adama Soumaoro pourrait quitter Lille cet hiver. Écoutez-le. On échange de manière permanente avec le président, mais il n'y a quasiment pas de discussion sur le mercato concernant des arrivées et très peu concernant des départs. Les seules discussions qu'il y a concernant les départs, c'est les départs de Adama Soumaoro qui souhaite lui partir. Voilà, ce sont les seules discussions. Voilà, Lille qui devrait donc rester stable lors de ce mercato hivernal. Le prêt du jour. Celui de William Saliba qui est prêté par Arsenal à l'OGC Nice. Un petit clip à vous montrer, regardez. Un mec formidable, pour Raphaël. lui souhaiter la bonne arrivée. Aucune option d'achat ne figure dans le contrat, mais le prêt pourrait se prolonger d'une saison supplémentaire. L'entraîneur des Rouges et Noirs s'est exprimé sur le sujet, il est plutôt ravi. Et puis sachez que Saliba est tout simplement dans le groupe déjà pour affronter Brest demain avec l'OGC Nice. Et ça va être une sensation quand même. On a envie de le voir. C'est une grosse sensation. Je suis très surpris que Miguel Arteta, alors il doit avoir ses raisons, mais ne l'ait pas intégré dans le groupe d'Arsenal parce que c'est un joueur qui a un énorme potentiel. Il l'a prouvé du côté de la Saint-Etienne. C'est pas lui qui l'a choisi. Ouais, je sais pas, c'est très surprenant cette histoire. Il y a 15 défenseurs centraux, on a eu une explication un jour. Il y a 15 centraux à Arsenal. Il était plutôt content de ce qu'il avait. Là, de plus, ça va mieux sans lui aussi. Bon, voilà. Il a été acheté avant l'arrivée d'Arteta. Ce qui est 30 millions. Dommageable pour lui, c'est plutôt de revenir dans le championnat de France. À mon sens, il aurait... il peut se relancer aussi. Ben non, mais s'il a l'optique de jouer les grands rendez-vous, et notamment dans une équipe comme Arsenal, qui reste malgré tout un grand club, on va pas se mentir, même si c'est un peu plus dur ces dernières années, il faut qu'il se confronte à ce qui se fait en Première Ligue. La Première Ligue, c'est un championnat vraiment différent de la Ligue 1. Il aurait été peut-être préférable pour lui d'être prêté à un club de Première Ligue pour pouvoir s'aguerrir et pouvoir répondre, en tout cas s'acclimater au climat anglais. Après, en Ligue 1, on n'a pas les mêmes sollicitations. Dans l'Impact, c'est un peu différent. Donc, je sais pas, pour son développement de carrière, c'est un peu surprenant. Mais il avait besoin de jouer, donc voilà, ça tombe Nice, tant mieux pour Nice, parce que c'est une super et à Nice, il est sûr de jouer. Oui, il ne sera pas embêté par la concurrence. C'est une belle opportunité, mais ce qui est bizarre, c'est qu'on pensait que Saliba avait un temps d'avance sur, par exemple, Wesley Fofana, et en fait, c'était complètement le contraire. Wesley Fofana c'est intégré comme un poisson dans l'eau à Leicester, c'est devenu un titulaire indiscutable. Brendan Rodgers en dit. Mais il s'est blessé quand même, Saliba. Il y a une grave blessure. Donc, oui, je suis d'accord, mais malgré ça, on pensait qu'il était devant, et puis là, c'est peut-être une petite régression, donc j'espère que ça coïncide un peu avec les deux. Il arrive dans une vidéo Arsenal, Saliba, avec un jet privé, un truc. Il y a l'impression gros transfert. Il est arrivé avec un peu trop de confiance en lui. Le petit Fofana, il est arrivé en pleine humilité. Lui, c'est un crève. Lui, c'est un crève la faim. Lui, il est arrivé, il a annoncé la couleur tout de suite. Il a mis le bleu de chauffe tout de suite. Il fait pas parler de lui, mais par contre, tout le monde en parle. Et Saliba, peut-être qu'il est arrivé avec la tête un peu trop haute et il s'est pas mis tout de suite au. Je sais pas. Bon, il y a peut-être aussi un de ce côté-là. D'abord. L'arrivée du jour. d'Étienne Capou à Villarreal
regardez, qui a signé un contrat jusqu'en juin 2023 à 9 millions d'euros. Je vous rappelle, son ancien club Watford était descendu en Championship en fin de saison dernière. Il a porté 7 fois le maillot de l'équipe de France et donc nouveau joueur de Villarreal, équipe qui marche très très bien en Liga cette saison. Qui est l'entraîneur de Villarreal? Unai Emery. Joli rebond. Mais bien sûr. Taillé pour ces équipes-là. La discussion du jour. Entre l'AC Milan et Strasbourg au sujet de Mohamed Simakan, le jeune défenseur strasbourgeois qui est en contrat jusqu'en 2023. Il a fait l'objet d'une cour assidue de l'AC Milan et également de Leipzig qui s'est mêlé au dossier ces dernières semaines. C'est ce qu'on a pu lire dans l'équipe ce matin, mais c'est l'AC Milan qui est toujours en pôle et les négociations avancent dans le bon sens. Et c'est vrai que Strasbourg aura du mal à garder son joueur, pour le coup, Benoît Trémoulinas, quoi. Oui, il attire beaucoup de convoitises ce joueur-là parce qu'il c'est un jeune joueur et qui a un fort potentiel. Donc forcément tous les gros clubs s'intéressent à lui, notamment Leipzig qui raffole de ce genre de joueur. Donc c'est plutôt compréhensible. Moi je dirais à Leipzig. Ah oui. Milan, il y a déjà du monde. Sans lui, le Milan est en tête du classement. L'Italie, pour un jeune joueur français, ça peut être très compliqué, l'adaptation. Et Leipzig, ça marche plutôt bien pour Leipzig, j'irai les yeux fermés. Les yeux fermés. Le convoité du jour. Alors c'est selon la Sky Italia, l'AS Rome sera entré en contact avec le défenseur lillois Celik, le Turc qui est arrivé à Lille, je vous rappelle, il y a 2 saisons, auteur d'un but et 4 passes décisives. Il sera évalué à 15 millions d'euros et donc la Roma serait rentrée en contact avec le Turc. Oui, mais vous avez entendu tout à l'heure Christophe Galtier, il a dit qu'il n'y aura pas de départ. Donc on écoute Christophe Galtier, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? S'il y a de l'argent, concrètement, sur la table... C'est 15 millions, voilà. Oui, non, mais enfin, c'est pas un... c'est quand même un joueur clé de Lille. S'il y a de l'argent sur la table, concrètement 15 millions d'euros, je pense que les dirigeants lillois réfléchiront. Eh ben, ce serait dommage. Ce serait une faute. Voilà. Merci. Oui. Vous l'avez même dit hier lors de votre émission, il paraît qu'il y a beaucoup de clubs français qui sont en difficulté financière et je crois que Lille en fait partie. Et on termine, j'ai choisi cette info, parce que franchement je trouve ça énorme, avec la résurrection du jour, Raphaël. Eh ben oui, celle de Mapou Yanga Mbiwa, qui est libre depuis de son contrat avec l'Olympique Lyonnais. Il sera en négociation avec le CSKA Sofia. Selon les médias bulgares, le coordinateur sportif de l'écurie de la capitale bulgare, Alan Pardiou, connaît sur le bout des doigts Mapou Yanga Mbiwa. Il l'a eu sous ses ordres du côté de Newcastle entre 2013 et 2014. Et quelques sélections en équipe de France, on se souvient quand même. Oui. Il était extraordinaire à Montpellier, c'est quand même fou qu'il ait disparu comme ça des radars. Bon, écoutez, espérons qu'il se relance. Les renaissances, vous savez. Mais bien sûr. Du handball ce soir sur la chaîne Équipe. Énorme match de qualification pour l'Euro 2022 entre la Serbie et la France. Et ce sera le tout premier match du nouveau sélectionneur de l'équipe de France, Guillaume Gilles. On regardera ça évidemment avec énormément d'attention. Ce sera juste après l'équipe du soir. Olivier Ménard et toute sa bande. Salut à tous.